C'est un grand sujet, la psychologie et enfin, c'est un grand sujet, la nutrition, même pas la psychologie et la nutrition. Donc psychologie plus nutrition, alors là, on aborde, des sujets profonds qui nous concernent tous et qui parfois, vont conditionner toute notre vie, en fait. Ouais. Parce que le rapport à la nourriture, on y est confronté tous les jours, plusieurs fois par jour et du coup, quand on associe les 2, ça provoque des questionnements qui, pour ma part, sont assez profonds. J'imagine que tu dois être confronté à ça aussi, tous les jours avec les personnes que tu accompagnes et avec, ton expérience. Bah, c'est ça. Bah, déjà, à la base, pour ma part, ça a été profond pour que j'arrive à ça, parce que c'était pas une évidence, surtout il y a 18 ans. Moi, je me suis reconvertie. Je suis d'abord psychologue et puis psychosociologue, donc tout ce qui concerne le groupe, la culture, les croyances, les représentations, c'est vraiment des sujets qui m'intéressaient et que j'avais pas mal exploré. Et puis ensuite, j'ai fait un BTS diététique pour venir rattacher justement cette question de l'alimentation à l'environnement plus largement, à l'individu plus particulièrement. Et en effet, enfin pour moi, c'était profond parce que je me suis rendu compte que c'était des questionnements que j'avais depuis que j'étais toute petite, Mmh. en réalité. Tu vois, comment t'es perçue avec ton corps d'enfant, ta manière de manger d'enfant, ta gourmandise d'enfant, déjà et puis ensuite, quand tu deviens ado, ce que les autres te renvoient, ton conformisme dans les vêtements, dans les coiffures, et est-ce que vraiment, tu as une morphologie, propice à porter à mon époque, des jeans, il fallait qu'on se mette couché pour les rentrer vraiment aux chausse-pieds, on couchait parce que sinon on pouvait absolument pas fermer, il fallait que ce soit serré, serré, serré. Bon, bah, c'est des interrogations que tu puis après tu as tes premières expériences sexuelles et puis là tu as le regard de l'autre vraiment sur ton corps, hein, dans sa nudité, dans vraiment son expression quoi, la plus la La plus plus basique, basique. ouais. Et puis après, ben, tu vieillis un peu et puis, tu te rends compte de la pression sociale, sur le poids, médical, sur, la bonne santé, enfin tout ce qui est attaché finalement, à cette question du corps qui se développe. Et toi, là-dedans, tu manges tous les jours en effet et puis tous les jours tu réinterroges: «Est-ce que je devrais manger ça? Est-ce que ça c'est pas trop si?» et etc. Et à un moment donné, il y a aussi l'alimentation amour, tu vois? Ce que tu donnes, ce que tu partages généreusement, quand tu es reçu, quand tu reçois. Et tout ça, ben, en fait, on est dans l'émotionnel, on est dans le psychologique, on est dans le sociologique. Et moi, ça m'a paru évident à un moment donné d'aller interroger tout ça et passionnant. Ces interrogations, elles ont mené à plusieurs axes de réflexion, j'imagine. Mmh. Parce que ça dépend des époques de la vie, comme tu l'as mentionné, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte. Ça dépend, le genre, un homme et une femme ne sont pas concernés de la même façon. Ça dépend des constructions, sociales. Mmh. Donc il y a tellement de questionnements qui font que ça se transforme en problématique qui est assez, j'allais dire inquiétante, mais le mot est un petit peu trop important, qui sont très profondes. Oui, alors, en il y a il tu as un J'ai dit beaucoup de choses. oui, mais tu as dit beaucoup de choses et moi je me dis: «Attends, j'attrape quoi?» heu, En fait, non, mais tu as tellement raison. En fait, ça questionne chacun individuellement. Et c'est pour ça que, moi, le fait d'être psychologue, ça avait vraiment du sens, tu vois, d'accompagner les gens et je sais très, très bien quel est mon champ de compétences et mon champ d'accompagnement. C'est vraiment le rapport au corps, à l'alimentation et au poids, tu vois? Et c'est un rapport qui est soit avec soi, un rapport qui est, entre les autres et Mmh. soi et les autres, le regard que toi aussi tu portes sur les autres, sur comment ils sont faits, comment ils sont musclés, comment ils sont gras, comment ils mangent, ce qu'ils mettent dans leur caddie. En fait, on est sans arrêt en train de chercher une espèce de normalité. Ça aussi, c'est une vraie question, tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'être dans la norme? Qu'est-ce qu'elle raconte? La norme d'un temps. La norme d'il y a 100 ans, c'est pas la norme d'aujourd'hui, Bien sûr. ni dans la morphologie, ni dans la manière dont on mange, ni dans l'abondance alimentaire. Donc en plus, ce sont des sujets qui sont vraiment actuels, hein, ancrés dans le moment présent de la société, dans le moment présent du temps, tu vois, de la chronologie, et dans ton moment présent de ta vie. C'est marrant, je disais tout à l'heure dans la voiture là qui m'a amenée ici, je disais à mon mari, c'est fou, je sens qu'en ce moment, mes goûts changent. Mes goûts, j'ai toujours été une bouche sucrée, je suis de moins en moins sucrée. Et j'entends mes patientes qui me disent à peu près au même âge, alors mon âge c'est l'âge de la ménopause, l'âge de ces bouleversements hormonaux, et on sait que les bouleversements hormonaux, ça change les goûts, on le sent bien, notamment pendant les grossesses, on peut avoir des odeurs
qu'on adorait, qui sont insupportables. Par exemple, je n'aime plus le parfum que je mettais. Ah ouais. Ouais, là, je l'ai mis l'autre jour et je me suis dit, ah, je l'aime plus. Ah, je le trouve trop. Mm. Et je me souviens, pendant ma grossesse, c'était pareil, quoi. Il y avait des trucs, je ne pouvais plus les sentir, je ne pouvais plus passer à côté. Et donc, finalement, c'est passionnant parce qu'aussi, c'est en mouvement tout au long de la vie. Toi, tu changes, le reste du monde change. Et en effet, alors moi, je ne le vois pas comme inquiétant, je le vois comme profond, comme tu le disais tout à l'heure, et tellement ouvert. En fait, c'est un champ de réflexion qui n'a pas de limite. Et c'est passionnant parce que c'est comme si chaque individu, sur ce sujet-là et sur plein d'autres, était en projet en permanence. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. en observation. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Observez-vous, expérimentez des choses. Il y a des choses qui vont coller là, maintenant, des choses que vous avez peut-être tentées à d'autres moments de votre vie et ça n'a pas fonctionné. Mais on peut faire plein de parallèles avec le sport, hein, d'ailleurs. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, mais peut-être maintenant, oui. Et puis, vos goûts vont changer. Vous allez avoir plus de mal à digérer certaines choses à certains moments de la vie. Bref, en fait, c'est passionnant parce qu'en fait, on est nous-mêmes des sujets d'études avec nous, quoi. Est-ce que tu trouves que ces considérations, on les a un peu oubliées? Est-ce qu'on a oublié l'aspect psychologique de la nutrition et qu'on en est amené à une approche un peu trop pragmatique qui se base sur les calories, les macronutriments, en oubliant notre rapport à la nutrition, en fait? Est-ce que c'est une impression que tu as? Alors, le on, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que... Peut-être que je dis moi, en fait. Alors- Enfin, me connaissant, j'ai une approche très pragmatique de la nutrition. Tu vois, calories, macronutriments, on mange, ça provoque ça sur le corps, Ouais, fin de l'histoire. thermodynamique. Thermodynamique. Très américaine. Et, potentiellement, ouais. Ceci dit, c'est clair que mes connaissances et mon rapport à la nourriture a clairement changé ces 15 dernières années. Et je dis ces 15 dernières années parce que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé le sport et la musculation. D'accord. Donc, mon premier rapport à la nutrition très pragmatique, maintenant, ça a évolué un petit peu. Ce qui fait qu'on en arrive à discuter aussi aujourd'hui. Hein. C'est parce que toutes ces questions, je me les pose personnellement, mon entourage se les pose, les personnes que je suis se les posent, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux se les posent. Donc, je me rends bien compte que la nutrition, c'est pas juste calories, macronutriments, etc. Et du coup, j'ai cette impression d'avoir laissé de côté tous ces questionnements bien trop longtemps de côté, alors que ça aurait pu peut-être développer un rapport à la nourriture plus sain si je me l'étais posé avant. Encore très long comme question et réflexe. Alors, non, mais en fait, c'est pas vraiment une question parce que, et c'est chouette de le dire comme ça. Et merci de partager aussi ce que tu ressens parce que je pense que c'est important de se rendre compte que, alors, plusieurs choses aussi. D'abord, quand je te disais, c'est très américain comme façon de fonctionner, thermodynamique, il y a ce qui rentre, il y a ce qui sort, c'est mathématique. Ça marche très bien sur le papier. Objectivement, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. C'est vrai que tu as des calories qui rentrent, tu as des calories qui sortent. Bah, logiquement, si la balance énergétique va dans le sens de moins de calories qui sont entrées que celles qui sont sorties, tu as besoin d'aller chercher dans tes réserves et puis plus de calories, ben, tu as besoin de stocker. Ça, c'est vraiment sur le papier parce qu'on n'est pas arithmétique. On a des systèmes de régulation qui dépassent largement l'arithmétique. D'ailleurs, sinon, tu imagines, je ne sais pas, tu manges une crêpe, tiens, hier c'était la Chandeleur, l'autre jour c'était la Chandeleur, et tu manges une crêpe au Nutella, d'habitude tu ne manges pas ça, ou à n'importe quoi, au sucre, à la confiture, peu importe. Et donc, c'est 200 ou 250 calories qui va t'apporter cette crêpe telle que tu l'as remplie et dégustée, mangée. D'habitude, tu les as pas. Donc, qu'est-ce que ton corps est censé en faire s'il n'a pas des régulations bien différentes de l'arithmétique? Oui. L'autre chose, c'est que selon les cultures, on se rend compte que cette perception, c'est pas la même. Quand je te disais américaine, je me souviens d'un cours de cuisine que je donnais dans un très grand restaurant-hôtel qui s'appelait Santé Saveur. Et j'avais des Américains qui étaient là, j'avais des gens un peu de partout. Et je me souviens d'un Américain à qui j'expliquais que, typiquement, manger un yaourt à 0%, le bénéfice calorique est quasiment nul. Il représente de mémoire 1 ou 2% de la ration, des calories totales que tu manges dans une journée. Et ça doit représenter, je crois, 20 calories. Hein, tu vois, donc 20 calories sur
Je ne sais pas combien toi t'ingères de calories. Tu sais nous le dire. Ouais, 2005 ou 3000. Voilà. Bon, pour quelqu'un comme toi qui a cette dépense, C'est pour insignifiant. 20 calories sur 3000. voilà, tu vois le pourcentage que ça représente. Et il me répond, oui, mais si tu manges 10 yaourts par jour, ça fait 200 calories. Et moi, je lui ai dit, mais Bah, qui mange 10 yaourts par jour? Enfin, tu vois, pourquoi tu mangerais 10 yaourts par jour? Est-ce que tu as envie de manger 10 yaourts par jour? Bon. Et on a eu une discussion là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah voilà, quand tu es dans un processus arithmétique, et en plus, les Américains qui investissent peu émotionnellement, psychologiquement, socialement, la nourriture, complètement. bah, forcément, tu arrives à des logiques, très logiques, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité vécue. J'ai une autre anecdote là-dessus. J'étais aux États-Unis il y a 20 ans et j'arrive, décalage horaire, on était à côté de Los Angeles dans de la famille et ils nous disent: «Ah, on va faire un barbecue». Et je dis: «J'étais en décalage horaire» parce que j'avais du mal à connecter tout ce qui se passait. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. «Ah, on va faire un barbecue». Je dis: «OK» et je les vois poser des assiettes en carton sur une table, faire le barbecue, ça va, ça vient et moi, je mange rien. J'attends que tout le monde soit à table. En bonne française, j'attends que tout le monde soit installé pour commencer à Commencer, manger. ouais. Donc je me sers pas rien et les enfants jouent en même temps au basket. Enfin bon bref, et puis à un moment donné, je les vois prendre un sac poubelle et prendre toutes les assiettes et Fin ils du re repas. ouais, en fait, fin de leur manière de vivre un repas. C'est-à-dire, personne n'est assis en même temps. Il y en a un qui a mangé son truc debout près du barbecue. Il y a l'autre qui est en train d'aller dire aux enfants quelque chose, etc. Et moi, j'avais rien touché attendant que Tout le ça monde se arrive, met tu en vois. place. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, OK, alors, il n'y a rien à voir entre notre culture alimentaire et la leur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a un ancrage, on a des fonctions à l'alimentation, on a compris ça, on a montré ça. Il y a 3 grandes fonctions à l'alimentation. Une fonction évidemment nutritive, tu manges pour te nourrir, pour vivre. Ça, c'est les calories, c'est tout ça. Une fonction sociale, c'est un moment de partage, un moment d'échange, un moment de discussion, de rigolade, du être ensemble, de convivialité, éventuellement de commensalité, de partager les mêmes plats ou de convivialité, d'être ensemble. Quand tu vas au restaurant avec des amis, Bien c'est sûr. de la convivialité, c'est pas forcément de la commensalité. Et puis, une fonction hédonique. Alors, hédonique, c'est le plaisir que ça t'apporte. De manière plus large, plus ouverte, c'est là où on va mettre toute la dimension émotionnelle de l'alimentation, toute la dimension psycho-affective. Donc, tu vois déjà que c'est beaucoup plus complexe quand on mange. Nous, en France, on est ancré dans ces 3 fonctions. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de l'être, hein. Je connais des gens qui en ont rien à foutre de manger pour se faire plaisir. Ils mangent parce que voilà, il faut Pour manger la pour vivre. fonction et fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a toujours cette espèce d'antagonisme, tu sais, est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Ouais. Eh ben, il y a un peu les gens qui vivent pour manger. Waouh, ils vont au restaurant, ils vont. Moi, je fais partie de cette team-là. J'ai besoin que ce soit bon, que ce soit beau. Enfin, ça vient agiter un truc sensoriel. Et puis, il y a des gens voilà, qui prennent de quoi vivre et puis ça les intéresse pas, qui sont sur une demi-fesse sur leur chaise, qui ont envie de sortir vite de table, qui n'aiment pas être dans les reliefs du repas. Voilà, tu vois, tu as un peu cet antagonisme-là. Mais elles ne sont pas nécessaires, les dimensions plaisir et social? Pas Bah, vraiment, ça dépend des individus. ça dépend des individus. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui se trouble et qui va pas avec ton alimentation hyper technologique, si je puis dire, ou arithmétique, bah, à ce moment-là, tu commences à t'interroger et à te dire, mais qu'est-ce qui manque? Est-ce que ça prend pas trop de place dans ma vie de calculer tout ça? Est-ce que l'appli que je remplis pour savoir où j'en suis, finalement, comment elle m'éloigne d'autres indicateurs qui pourraient m'aider à naviguer dans mon alimentation? Mais Oui, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation, en pas fait, tu vois? d'obligation applicable à tout le monde. Ni dans l'autre sens. Mmh. Il faut arrêter de penser que tout le monde peut compter ses calories et que c'est une bonne chose pour tout le monde. Oui, bien sûr. Heu, alors pourquoi je dis ça de façon un peu comme ça radicale? Même si j'essaie de le dire délicatement. C'est que, la problématique, c'est que comme les gens sont un peu paumés, entre, il faut pas manger trop ultra transformé, il faut, manger, au moins 3 fois par jour, le petit déjeuner est le moment le plus important de la journée. Enfin, toutes les injonctions et les croyances qu'il y a sur ce sujet, ben, souvent, ce qui va rassurer, dans un premier temps, c'est de trouver des règles, tu vois? Si je suis cette règle ou si je suis ce modèle,
je parle du modèle incarné, comme tu peux être un modèle, comme je peux être un modèle sur un autre sujet, ou plein d'autres gens, ben, je me rassure en pensant que je suis sur la bonne route, sur le bon chemin. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un bon chemin. Je ne crois pas que tout le monde peut être touché ou sensible à mon discours et à ce que je propose, d'écoute de soi, d'être en phase avec soi, d'être aligné avec soi sur ces sujets. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cadres beaucoup plus rigides, peut-être pour un temps. Peut-être qu'un jour, ils se poseront des questions sur ce cadre rigide. Peut-être qu'un jour, la vie leur fera se poser des questions. Mais en tout cas, pour un temps, ça les rassure, ça les sécurise. Ils se disent qu'ils sont sur la bonne voie. Je pense qu'il y a des thérapeutes un peu pour tous les types de personnes et que on ne peut pas répondre, on ne peut pas avoir une voix unique. Et ça, c'est l'avantage. Le désavantage des réseaux sociaux dans toutes les acceptations, c'est qu'il y a des modèles très forts, il y a des gens qui parlent très fort et qui ont un effet Barnum d'amplification qui est très important, qui peut limiter l'esprit critique. Et puis, il y a énormément d'informations dans l'autre sens. Donc, ça crée un brouhaha, une sorte de confusion mentale sur ces sujets. C'est très difficile de s'y retrouver. Oui, exactement. Donc, la tendance, parce que l'humain, il a besoin de repères et de sentir qu'il fait bien. Peut-être les Français aussi, parce qu'on les contraint plus dans la pédagogie, dans l'école. Tu vois, on a du mal avec l'idée de les laisser expérimenter des choses. Ouais, on se retrouve un peu avec des gens perdus. Et tu vois, pour en revenir à l'expérience que tu as eue aux États-Unis avec ce barbecue, qu'est-ce qu'on en tire de ça, de cette façon de consommer la nourriture? Est-ce que on en tire quelque chose un enseignement qui pourrait nous encourager, au contraire, à apprécier ce qu'on mange et à passer un moment ensemble, cette dimension sociale? Ou est-ce que les Américains, c'est vraiment culturel, on n'y touche pas, on n'a pas de jugement à faire sur leur manière de consommer la nourriture et que c'est juste voilà, des différences culturelles? Moi, je pense que ce sont essentiellement des différences culturelles. Après, il y a aussi ce modèle thermodynamique là de ce qui rentre, ce qui sort, etc., qui aide pas. Mais en fait, les Américains, par leur mode de vie, ils ont été les premiers à manger debout, par exemple, tu vois, à ne plus s'asseoir. Je me souviens avoir vu un reportage de Lina, tu sais, un vieux reportage, une archive. Et dans les années 60, même 60, ils avaient réduit considérablement le temps du repas, parce qu'à la base, les Américains, c'est des Européens qui ont bougé à la base de la base. Mais donc, ils ont amené leur culture alimentaire, puis petit à petit, elle s'est dissoute dans ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc, moi, je pense que c'est une question culturelle. Alors après, on pourrait dire « Ah ben ouais, mais les Américains, ils sont quand même en situation d'obésité. » Après, je pense qu'il y a tellement de paramètres. Il y a l'alimentation ultra transformée. Aujourd'hui, on construit des buildings à New York, des appartements dans lesquels il n'y a pas de cuisine. C'est pas vrai? Si, il n'y a plus de cuisine. En fait, ils mangent tellement de choses qui viennent de l'extérieur ou à l'extérieur, vite fait, avant de rentrer. Ils estiment qu'ils en ont plus besoin. Non, ils cuisinent pas. Ouais, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre, ouais. Et je te parle de ça, c'est une information que je tiens d'il y a déjà 10 ans. Donc, mais je me pose la question de cette évolution pour nous en France, parce que quand tu vois, alors là, je le vois moi sur mes jeunes patientes, alors j'ai beaucoup de patientes, alors j'ai du mal à parler au masculin, parce que c'est un masculin qui dissimule le fait que 95% des gens que je vois au jour le jour, ce sont des femmes. Mais chez les plus jeunes, disons les trentenaires et moins, c'est très rare qu'ils cuisinent, en fait, jusqu'au premier enfant, quand il y a un enfant qui arrive, mais il y a de moins en moins d'enfants qui se font. Donc ça aussi, ça interroge, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent à emporter, ils mangent avant de rentrer, ils commandent. Donc c'est quelque chose qui nous touche aussi en France? Ah oui, je pense que ouais, c'est une évolution où le repas installé, où on prend du temps pour le préparer. Tu vois, ça c'est pareil. On dit, il faut partir des produits bruts, cuisiner, vous savez ce que vous faites, mais c'est un investissement temps, c'est un investissement en énergie, c'est un investissement, alors je vais pas dire financier, parce que je crois que ça coûte beaucoup plus cher de commander à l'extérieur je pense aussi, voilà, mais je crois que les gens aujourd'hui, enfin les plus jeunes, ils n'ont pas forcément envie de le faire. Mais alors ça soulève une autre question, c'est que comment on peut développer un bon rapport avec la nourriture si jamais on n'y est jamais confronté? Si jamais on ne la cuisine jamais, on ne sait pas comment ça fonctionne, on a juste besoin d'appuyer sur une touche d'application pour recevoir son repas. Parce que psychologiquement,
est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on consomme? Ah, je crois que non. Enfin, on ne se rend pas compte de ce qu'on consomme, on ne se rend pas compte du coût écologique de ce qu'on consomme aussi. Pardon. Je t'en prie. Euh, j'ai un neveu qui fait un peu de muscu là, depuis qui a 22 ans, que j'ai vu à Noël, et il m'a dit qu'il mangeait 5 œufs le matin. Et quand il va faire une séance de muscu, ensuite, il achète des packs de jambon Mmh. blanc et il mange, là, je l'ai vu mardi dernier à Paris, 3 packs de jambon de 4 tranches. Et je Sur un repas? 3 packs de jambon, sur un seul repas? oui, mais ça, c'était pas son repas. Ça, Mmh. c'était genre avant, Ah ouais, post-muscu, OK. post, son Ouais, temps post-sport, ouais. de sport. Mmh. Et on pourra parler de ce que je pense de cette consommation, mais au-delà de ça, je réfléchissais au coût écologique. Admettons que tout le monde se mette à faire ça, mais écologiquement, enfin, les poulettes, elles pourront pas suivre, quoi. Elles Mmh. pourront pas faire des œufs. Ça veut dire que ça a un coût pour la planète, ça a un coût en termes de consommation animale. On est de plus en plus à expliquer qu'il faut mieux aller vers le flexitarisme flexitarisme, c'est-à-dire manger plus de protéines d'origine végétale, plus de produits d'origine végétale et moins de viande, poisson, œufs, crustacés, coquillages, charcuterie, enfin tout ce qui est d'origine carnée. Je me dis qu'avec, je sais pas où il a vu ça, hein, il a dû voir ça sur sans doute un compte Insta qui suit ou je ne sais quoi, mais je me dis, voilà, typiquement le genre de dérive qu'il peut y avoir à suivre de façon un peu aveugle des recommandations sans savoir vraiment quel est l'impact à long terme sur le corps. Est-ce que ça va vraiment l'aider à développer sa musculation? J'en discutais avec Lucille Woodward, avec qui j'ai fait un podcast il y a quelque temps. Elle me disait, mais d'ailleurs, ça m'intéresse si tu confirmes ou pas, elle me disait, avec ou sans ce qu'il mange là, de toute façon, il faut 10 ans pour développer une musculature et un corps de manière notable. Je ne sais pas où il veut aller, hein, Mmh. en vrai, mais je ne suis même pas sûre qu'il le sache lui. Mais est-ce que le taux de protéines qu'on mange au jour le jour, moi, j'y connais rien sur ce sujet, donc je te pose vraiment la question de Mmh. manière candide. Alors oui, ça a une importance, mais quand tu décris, son cas de figure, j'ai l'impression de me voir moi aussi à 22 ans. D'accord? Donc en fait, j'avais exactement le même genre d'alimentation et le même genre de pratique. C'est que j'étais focalisé et obsédé par la protéine. Donc tous les moments de ma journée étaient une bonne excuse pour pas me gaver de protéines parce que le mot est un peu fort, mais pour consommer le plus de protéines possible en pensant que ça allait vraiment développer ma masse musculaire de manière ultra rapide. Ce qui est faux. Aujourd'hui, évidemment, avec les connaissances et l'expérimentation, j'ai une approche bien plus saine, entre guillemets, et Modéré? modéré. Et je suis le premier à recommander de mixer un petit peu les sources de protéines pour avoir un peu d'animal, un peu de végétal, de ne pas être obsédé par ce chiffre-là et de regarder ce qu'il y a derrière aussi les aliments qu'on consomme. Mm, mm. Donc en fait, tu as décrit Nassim d'il y a 15 ans, 100%. Ouais, c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'il reste un peu cette espèce. Tu sais, l'humain, il est très sensible à la pensée magique. Si on lui promet quelque chose, un résultat, une performance, enfin, ou s'il a l'idée, l'impression que s'il fait ça, alors il va se passer ça, il adhère. Il adhère très fort. Il adhère pas forcément très longtemps parce que le problème de la pensée magique, c'est qu'il faut qu'il y ait un Ouais, résultat perceptible très, très rapidement. rapide, ouais. Mais c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'il y a encore beaucoup cette pensée magique-là d'ailleurs, moi je le vis avec les femmes qui m'interrogent sur la ménopause. Mmh. Si tu regardes les réseaux sociaux, on te dit à la ménopause, il faut manger beaucoup de protéines, manger plus de protéines parce que il y a une fonte musculaire qui se Mmh. passe avec la baisse des hormones, des oestrogènes, et presque plus d'oestrogènes qui sont produits par le corps. Donc, comme il y a cette fonte musculaire et qu'on se dit que pour faire du muscle, il faut des protéines, vrai, hein, d'ailleurs, il y a pas de sujet là-dessus. Il faut des protéines, donc si je mange beaucoup de protéines, alors On mon va muscle va... compenser ça. Voilà. Ouais. Sauf qu'il y a juste un élément là intermédiaire entre les deux, c'est que si tu manges des protéines et qu'il n'y a pas l'activité physique qui génère la création du muscle, il ne se passe rien en fait. Tes protéines, tu vas les transformer en ion ammonium et faire pipi. Absolument. Tes protéines, notre corps ne sait pas stocker des protéines en dehors du muscle. Et d'ailleurs, c'est pas un stock
de protéines. C'est juste que voilà, on a besoin de nos muscles pour bouger, pour marcher, pour monter des escaliers, pour vivre, quoi. Donc, cette idée que les protéines vont fabriquer le muscle par pensée magique et que plus j'en mange, plus j'aurai de muscles, c'est faux. En fait, ça ne fonctionne pas. Mais j'étais vraiment persuadé que, tu vois, les connaissances avaient évolué dans ce sens-là et qu'un jeune de 22 ans, les erreurs que j'ai faites il y a 15 ans, il n'allait pas les reproduire, mais tu me dis qu'au final, je ne dis pas que c'est une erreur qu'il est en train de faire, hein, mais qu'effectivement, il aurait peut-être la possibilité d'avoir une approche un peu plus nuancée. J'étais persuadé qu'en fin de compte, on avait évolué dans ce sens-là et que c'était presque accepté de la part de tout le monde, qu'on n'était pas obligé de se gaver de protéines à n'importe quel moment de la journée pour prendre du muscle. Alors, moi, j'ai l'impression que ça a carrément évolué dans l'autre sens. C'est encore pire aujourd'hui qu'il y a 15 ans. J'ai pas servi à grand-chose avec ma chaîne YouTube, alors. Merci, peut-être pour ceux qui te regardent, je vais lui dire de te regarder. Mais non, mais j'ai encore vu l'autre jour, si tu veux, moi, il y a 15 ans, quand j'ai fait mes études, enfin, un peu plus, mais mes études de diète, on disait, il faut pas manger trop de protéines parce que ça bousille les reins, ça fait travailler le foie. Alors, c'est vrai, le foie casse les protéines, il fabrique cet ion ammonium, ça passe par les reins. Donc, et d'ailleurs, il y a très longtemps, avant même que je fasse ce métier, je me souviens, tu sais, il y avait les produits, je ne sais pas si ça existe encore, si ça t'ennuie que je dise bon, enfin, non, tu peux dire. Ça s'appelait Slim Fast, je ne sais pas si ça existe encore. Je crois pas, non. Non, ça existe plus. Tu vois, mais je m'en rappelle, oui, la protéinée qui était destinée à faire maigrir les gens. Ouais. Et c'était les toutes premières. Et je me souviens, elles étaient données sous la condition exclusive que tu allais faire des échographies du foie et des reins très régulièrement pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème, parce que on avait remarqué que ça pouvait donner des calculs rénaux, que ça pouvait créer des problématiques au niveau hépatique, au niveau du foie. Donc, il y a eu ça. Ensuite, ça s'est vendu en vente libre. Moi, j'ai appris il y a 18 ou 20 ans qu'il ne fallait pas exagérer le taux de protéines par jour, par poids corporel, c'est comme ça qu'on le compte, parce que justement, c'était préjudiciable pour le foie, etc. Ensuite, on a eu des études qui ont montré que non, finalement, ce n'était pas préjudiciable pour le foie et les reins. Et là, j'ai encore vu, mais là, il y a 2 semaines, un garçon qui s'appuie sur des études très par la preuve. Donc, c'est bien par la preuve scientifique. Juste, il faut quand même comprendre une chose, c'est que la science évolue sans arrêt et la science nutritionnelle vraiment très rapidement. D'autant plus qu'on n'est pas sur... Si tu veux, il y a la science fondamentale et il y a la science appliquée. Quand on est sur la science fondamentale, on travaille sur des choses dont nous, on aura connaissance dans 15 ou 20 ans. Ouais. Quand on est sur de la science appliquée, on est sur, on prend un groupe de personnes, 80, 100, 1000, 3000, 30 000, 60 000, 80 000, et on fait des expériences, on suit ces gens, ça peut être déclaratif, ça peut être des mesures, et puis ça donne tel résultat. En règle générale, il faut vraiment s'intéresser à sur combien de personnes ça a été fait, est-ce que les choix ont été bien faits, est-ce qu'on a comparé des populations qui pensaient manger telle chose, d'autres qui, donc, effet placebo ou nocebo, c'est l'effet négatif de quelque chose qu'on mange, que ce soit un médicament ou à manger, ou qu'on fait d'ailleurs, comparativement à une population qui mange vraiment les choses. Enfin, bref, donc toutes les études ne se valent pas. C'est pas parce qu'on a une étude qui est sortie, qui a été publiée, qu'elle est, d'ailleurs, il y a plein d'études qui sont contestées. Typiquement, tu sais, cette étude sur les rats cocaïne, enfin, je ne sais pas si on dit ça pour les rats. Peut-être pas. Addicts à la cocaïne, qu'on met face à de l'eau sucrée, on prive de cocaïne, on les met ensuite face à de l'eau sucrée ou de l'eau cocaïnée qui se précipitait sur l'eau sucrée. Donc, à un moment donné, il y a déjà bientôt 20 ans, on avait démontré sur ces rats que l'eau sucrée le sucre était plus addictif que la cocaïne. Déjà, ça a été une espèce de résumé du truc. Et ça a été repris partout pendant des années et des années. Voilà, par les médias notamment, qui ont dit le sucre est plus addictif, c'est une addiction plus forte que la cocaïne. Bon, moi, j'ai discuté avec la personne qui a pour l'INSERM, qui a géré cette expérience. En 2018, il me disait déjà que de toute façon, il aurait fallu reproduire cette expérience sur toutes les sortes de rats, toutes les souches de rats, parce qu'elles ne réagissent pas toutes de la même manière. Ensuite, ce n'est pas transférable à l'homme. Derrière, on fait des expériences sur l'homme. Et quoi qu'il en soit, en général, les expériences comme ça, elles sont généralisées au niveau européen ou mondial. Et si elles ne sont pas ratifiées
co-signé, enfin, si on dit au niveau européen, ben, c'est pas reproductible, en fait, ça s'est pas passé pareil chez nous, ça annule l'expérience. Ouais. Donc, faut arrêter à un moment donné de prendre un résultat X ou Y, même s'il est très fortement médiatisé, et se dire, c'est la vérité. Donc là, il semblerait que les études aient dit, ah, mais pour faire de la masse musculaire, il faut y aller, il faut au moins 2 grammes, je crois, enfin, je sais plus, de protéines par kilo de corps. Ce qui veut dire que pour quelqu'un même qui pèse, j'en discutais donc avec Lucille Woodward, elle me disait, je fais 68 kilos, ça veut dire que je dois manger 140 grammes de protéines pures, enfin de la protéine, pas 140 grammes de viande ou de poisson, 140 grammes de protéines. C'est énorme. Je veux dire, à raison de 18 ou 20% en moyenne pour la viande ou poisson, ça veut dire qu'il faut qu'elle mange 700 grammes de viande ou de poisson par jour, tous les jours. Les gars, c'est juste pas possible. Et si tu transfères ça en lentilles, en pois chiches, en ce que tu veux, en légumes secs, qui sont les aliments qui contiennent le plus de protéines, t'imagines le volume que ça fait. Enfin, je veux dire, tu peux pas manger 600 grammes de protéines par jour, 600 grammes de lentilles par jour ou de pois chiches. Enfin, je veux dire, tu vas exploser. Ouais. Ça ballonne. Et donc, je te rassure, c'est ce que je faisais il y a 15 ans. Pas de lentilles, mais clairement de viande. De viande. Et on s'arrêtait pas à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'était plus. On montait jusqu'à 3 grammes sans aucune vergogne. Après, comme tu dis, c'est clair que les études, il faut toujours avoir du recul dessus. Et je pense que maintenant, beaucoup de personnes ne lisent même pas l'étude, regardent juste uniquement le titre. Tout à fait. Juste uniquement le titre pour complètement modifier leur habitude de vie dans ce sens-là, alors qu'il manque encore des années et des années de recherche. C'est ça. Aujourd'hui, clairement, on peut conseiller moins de protéines. Moi-même, j'ai revu mon discours en disant, attendez les gars, avant, je consommais 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Après, c'était 2 grammes. Après, 1,8. Aujourd'hui, 1,6. Et encore 1,6, ça reste quand même relativement élevé. Donc j'étais persuadé que, tu vois, les connaissances étaient quand même assez approfondies. Il faut qu'on fasse de meilleurs choix. C'est un peu le problème que je notais tout à l'heure. C'est il y a une telle diversité de discours, tellement de sources de discours de gens qui sont plus ou moins compétents. Après, que forcément, à un moment donné, et les algorithmes sont faits de telle manière aussi bien sûr, on tombe toujours sur la même chose. Voilà, c'est ça. Et ça conforte la croyance. Et donc, à un moment donné, elle devient indiscutable. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te dire je ne vais pas rester à 2,5 grammes par jour? Parce que c'était intenable déjà, d'une part. En termes alimentaires. Après, il y a toutes les autres considérations qui rentrent en jeu. Je prends un peu de l'âge. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je suis quand même plus attaché à ce que je consomme. Est-ce que c'est vraiment intelligent de manger 3 kilos de blanc de poulet par jour? Enfin, j'exagère, mais est-ce que c'est vraiment intelligent de faire 6 repas dans la journée? Est-ce que c'est vraiment intelligent de manger 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, alors que ça ne va probablement pas me faire gagner de muscles à la fin de l'année? Donc, tous ces sacrifices qui, en réalité, sur le terrain, n'ont pas vraiment d'influence, ça fait carrément réfléchir. Et est-ce que maintenant que tu as diminué cette consommation de protéines, est-ce que tu as l'impression que tu te démuscles ou que tu... Enfin, je ne sais pas si on peut gagner des muscles jusqu'à je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et non, et heureusement. Ouais, à un moment, à un moment, ça stagne. Non, je n'ai pas perdu de muscle du tout. J'ai même continué à progresser. Donc, sur ce point-là, aucun problème. Et les progrès, tu les estimes en tours de biceps, je ne sais pas, en poids, en rapport tissu musculaire versus tissu adipeux, oui, c'est ça, masse grasse. Ou alors tu les mesures en performance de, je ne sais pas ce que tu lèves. Enfin, je lève des haltères. Bah ouais, les deux. La fille que j'aimerais tu fais bien de poser la question. Les deux. Les deux, d'accord. Ouais, les deux, ça peut être mon poids de corps, mon taux de masse grasse, mon tour de bras de manière très, très pragmatique, le poids que je soulève à la salle de sport. Donc tout ça, c'est des métriques que j'utilise pour vérifier ma progression. D'accord. Et est-ce que dans la vie courante, alors pardon, je te pose plein de questions parce que je trouve que c'est, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a poussé aussi son corps de façon... est-ce que dans la vie courante, il y a des moments où tu te sens comment je pourrais dire, en difficulté de faire quelque chose qui nécessiterait une compétence corporelle comme l'équilibre, la souplesse, la force ou le cardio?
Est-ce qu'il y a des moments où tu sens dans la vie quotidienne que ton corps te limite? Non, heureusement. Jamais. Heureusement. Mais ça, après, c'était vraiment une volonté de ma part quand j'ai commencé la musculation, de me dire, je veux pas que je veux pas avoir des muscles pour que ça me limite à me gratter le dos ou à me savonner, à me savonner le dos sous la douche. Je veux vraiment pouvoir être capable de tout. Donc, c'était vraiment une logique de développer mon corps dans les règles de l'art, entre guillemets. Donc, du muscle, mais que ça serve à quelque chose, même si le muscle sert toujours à quelque chose. Ça c'est Mais sûr. par exemple, tu as aussi développé ta souplesse, en fait, tu as développé toute ta condition physique, sur tous les aspects de la condition physique, c'est ça? Exactement, tout ce qu'on appelle toutes les qualités physiques. Mmh. Donc la résistance, l'endurance, la souplesse, la force, etc. L'équilibre, Ouais, tout à fait. Et d'accord. c'est ce que j'espère tous les pratiquants de musculation font. Peut-être pas, hein, mais c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, c'est ce que je m'efforce de partager. Et je suis persuadé que beaucoup ont un petit peu capté le message. Après, on va essayer de faire en sorte de convaincre les autres. De continuer, ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, et parce que c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en ce moment, le discours sur l'activité physique, il distingue vraiment l'activité physique Mm. du sport. Et je trouve que c'est un discours qui est intéressant, d'abord parce que ça remet des projets de mise en mouvement accessibles dans la notion d'activité physique, c'est-à-dire je mobilise mon corps. Bien sûr. Pardon. Non, Contrairement au sport qui a un côté plus, qui induit plus une forme de compétition et de performance, performance ouais. que tout le monde ne se sent pas capable d'avoir ou que tout le monde n'a pas de, enfin, tu vois, t'as pas forcément d'attirance pour ça. Je sais pas, peut-être que quelqu'un va avoir du goût à lire pendant Mm. 2 heures, à se cultiver, à regarder, je sais pas moi, à aller au musée et n'a pas envie d'investir du temps dans cette Oui, mobilisation de complètement. performance. Et je trouve ça intéressant d'arrêter de dire faites du sport, faites du sport, faites du sport, parce que c'est aussi un sujet chez la femme enfin, c'est un sujet toute la vie, en vrai, que ce soit l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui est souvent très sédentaire, Mm. enfin, selon le métier qu'il fait, mais qui peut être très sédentaire. Il y a même des métiers actifs qui sont considérés comme sédentaires parce que, tu vois, quand tu es debout dans un magasin toute la journée, Ouais. tu es actif, mais en vrai, tu es sédentaire parce que tu bouges pas, parce que tu as les membres qui gonflent, les membres inférieurs, enfin, plein de choses. Tu fais pas du tout de mise en mouvement global. Et après, ben, évidemment, plus tu vieillis, plus ton corps a besoin d'être mobilisé. Donc, c'est une question à se poser tout au long de la vie. Et en même temps, je pense que pendant longtemps, on a eu un discours très sport qui était hyper contre-productif. Ouais. Et alors, tout dépend des objectifs, si on a un objectif de bonne santé ou si on a, comme toi, un Objectif de objectif performance, ouais. de performance. Mm. Mais pour moi, on ne parle pas de la même chose. Ouais. L'un n'est pas excluant de l'autre, quoique parfois, et d'ailleurs on le voit chez tous les sportifs, hein, le sport peut amener de la mauvaise santé, que ce soit par les blessures, que ce soit par la nécessité. Enfin, quel sportif n'a pas des problèmes de genoux, des problèmes de dos, dû faire des rééducations, eu des blessures tendinites, etc. Donc c'est quand même intéressant de voir que le sport n'est pas non plus un garant d'un corps qui fonctionne de manière optimale. Ouais, tu fais bien de faire la distinction entre sport et activité physique, hein, parce que effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu crois que dans cette logique de performance, on en a oublié le rapport à son propre corps, en fait? Ah ben, On en a oublié les signaux qu'il pouvait nous envoyer, on en a oublié, pour en revenir à la nourriture, comment il pouvait se sentir après tel repas, après telle restriction calorique, après tel régime, après tu vois, telles habitudes alimentaires. mais complètement. Il y a vraiment des parallèles entre le sport et la manière de manger. C'est marrant, tu me le disais avant qu'on commence, mais je suis complètement en phase avec ça. Alors, je pense que on a totalement oublié dans le domaine de l'alimentation. Vraiment, je ne veux pas parler du sport. Tu peux témoigner Oui, toi oui, de ce oui. que tu vis. Moi, d'une part, je me suis pas intéressée au sport en tant que Mm. tel, et deuxièmement, j'ai même pas d'expérience. Oui, bien sûr. Enfin, si, j'ai des expériences personnelles de sport, de loisirs que je pratique quand je vais faire du ski. Si à un moment donné, je sens que j'ai les cuisses qui chauffent et que je commence à faire n'importe quoi et avoir une posture pas bonne, je sais que je vais finir par me vautrer. Donc, je préfère arrêter. Donc ça, c'est une perception, tu vois,
de limitation de ton corps. Mais pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Enfant, on est hyper bien régulé. Bébé, jusqu'à à peu près 4-5 ans, s'il n'y a pas eu d'interaction trop forte du style « mange pas ça », les bonbons, c'est pas bon pour la santé, ça donne des caries, enfin, s'il n'y a pas eu de diabolisation d'aliments, globalement, l'enfant, et on le voit très bien chez le nourrisson. Tu as des enfants, toi ? Non, j'ai pas d'enfant. Non. C'est fascinant. Un bébé, tu ne peux pas dire, le pédiatre dit, il doit boire 180 millilitres. Et le bébé, il fait ce qu'il veut. S'il veut pas boire 180 millilitres, il boit pas les 180 millilitres. Tu fais des claquettes, tu fais des danses, tu fais tout ce que tu veux. S'il veut pas, s'il en a pas assez ou s'il en a trop, il va le manifester d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et là où c'est fascinant, c'est que par exemple, il peut s'arrêter à 160 millilitres. Et toi, tu dis oui, mais le pédiatre, il a dit 180. T'es jeune maman, t'as un peu peur, ou jeune papa, tu sais pas trop. Mais en fait, à 160, il est bien. Et s'il n'a pas assez de 180 et que tu lui rajoutes, je sais pas, 30 ou 60 millilitres, eh ben, il va prendre juste ce dont il a besoin. Tu vois, il va pas se dire, faut que je finisse le biberon. Maman, elle a fait le biberon, papa, il a fait le biberon. Non, il va prendre 15, 20, 22, enfin peu importe, et il va s'arrêter. Et ça marche très très fort jusqu'au moment où on commence à lui dire, finis ton assiette. Oh, j'ai fait ça pour toi, quand même, t'exagères. Ou j'ai cru que ça te ferait plaisir. Ou ouh là là, doucement, non, mets-lui moins de ça. Ou enfin, tu vois, et en fait, on projette. Ça peut commencer assez tôt au final. Ah très tôt. En fait, déjà chez le tout petit bébé. Ouais. Chez le tout petit bébé, on le mesure, on le pèse sans arrêt. On considère qu'il y a une évolution normale de son poids. Très vite, à l'école, il peut y avoir des moqueries dans la cour d'école. Il peut y avoir des médecins scolaires qui commencent à alerter les parents. Et que font les parents ? Ils se disent, si on me dit que mon enfant est trop gros ou que mon enfant est trop chétif, parce que ça marche dans les deux sens, en vrai. Quand tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas dans la norme. Donc, que ce soit aux deux extrêmes, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Et donc, ils se disent, il faut que je le fasse manger plus. Je ne suis pas un bon père ou une bonne mère parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour que mon enfant se développe suivant la norme. Ouais. Mais en vrai, un enfant, il va se développer suivant ce qui est sa dynamique à lui. Combien tu mesures, Nassim ? T'es grand ? 1m86. Voilà, tu fais 1m86. Tu n'as pas décidé de faire 1m96. Moi, je suis 1m75. Pendant longtemps, j'étais hyper gênée par ma taille. Je me souviens, je faisais de la danse quand j'avais 7 ans. Il y en a une qui dépassait, c'était moi. Donc, j'étais là, je ne voulais pas. Moi, je voulais être petite comme les autres. Après, quand je suis arrivée à Paris, je faisais 1m75 dans le métro, j'étais contente. Je me suis dit, c'est pas mal finalement d'être un peu au-dessus de la mêlée. Bon, tu décides pas. Le poids, la morphologie, c'est pareil. Tu décides pas. Les parents, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est accompagner l'enfant à mieux sentir de quoi il a besoin. C'est lui proposer une alimentation diversifié, c'est-à-dire qu'il lui apporte un peu de tout. On est omnivore, l'humain, c'est-à-dire on mange de tout et on a besoin de tout pour répondre à nos besoins, que ce soit en vitamines, en minéraux, en fibres, en macros, protéines, lipides, glucides et en énergie. Donc on a besoin de tout sous plein de formes différentes. Donc proposer à l'enfant de tout, c'est super. Et après, il va se développer comme il va se développer. Et je pense que notre métier de parent, surtout dans le contexte alimentaire dans lequel on vit, qui est un contexte d'abondance, inédit dans l'histoire de l'humain. On n'a jamais arrivé, autant à manger tout le temps. Je parle ici, évidemment pas partout autour de la planète, mais ça, on ne sait pas gérer. Notre corps, il a appris à gérer le manque. Il sait très bien faire. Donc, il maigrit, grossit. Nos petits manques qu'on génère avec des régimes, à part l'affecter. Alors pourquoi je dis l'affecter ? Parce qu'on a quand même constaté et mesuré que faire des yo-yo, qui la plupart du temps sont ascendants, vouloir perdre du poids, en reprendre parce qu'on a arrêté de faire attention, en reperdre parce que je me marie et j'ai envie d'être bien sur les photos, en reprendre parce que on s'est installé dans la vie de couple, on sort plus, on a un peu plus de moyens, en reperdre parce que avant une première grossesse, on nous a dit ça serait bien quand même, et ainsi de suite. Et la tendance est quand même toujours à la hausse. Toujours à la hausse. Moi, je vois des femmes de 55, 60 ans qui me disent, mais si aujourd'hui j'avais le poids que je faisais à 20, 25, 30, où je me suis collée au régime depuis l'âge de 16 ans, mais franchement, je prends. Quand je regarde mes photos d'il y a 10 ans, quand je regarde mes photos d'il y a 15 ans,
Mais est-ce qu'on veut ça vraiment? Est-ce qu'on veut toute la vie être obsédé et insatisfait corporellement? Et ça marche pour le sport aussi, hein, enfin, et pour le sport performatif. Ah, mais je te le confirme, hein. C'est ça, c'est quand est-ce qu'on s'arrête d'avoir toute une partie du cerveau qui est frustrée, qui est obsédée, qui est dans, dans des valeurs qu'on se donne qui sont liées à son poids. Hein, je veux dire, sur la tombe de personne, il y aura écrit elle pesait tant. Mmh. Hein. Ou alors, la meilleure performance qu'elle ait fait en développé, je sais pas quoi, couché, rep, je sais pas quoi, c'est tant. Hein, jamais personne ne va faire ça. On se souviendra de toi, des gens qui nous entourent, de moi, de chaque individu pour tout ce qu'il est dans sa globalité, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il aura dit, tout ce qu'il aura souri, tout ce qu'il aura été attentif aux autres, enfin, plein de choses, mais vraisemblablement très peu. Et encore, je ne parle pas pour toi, Nassim, parce que toi, je te classe dans dans les athlètes ou comme les artistes, ou tu vois, enfin des gens qui peut-être incarnent un projet de vie total. Et Mais ceci dit, quand je partirai un jour, j'espère qu'on se rappellera pas de moi pour ma musculature, hein, mais plutôt pour ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, mon rapport avec les autres, mais pas de mes abdos, de ma musculature ou de mon max au développé couché. ouais, tu crois? Ouais, ah ouais, ça, bah, Ben, je te le souhaite. j'aimerais bien en tout cas. Ouais, J'aimerais bien, alors que ça occupe une très très grande partie de ma vie. ouais. Mais pourquoi c'est si difficile alors de se détacher de tout ça? De se détacher de ce besoin de coller à la norme, alors que la norme n'est pas toujours adaptée à tout le monde. Que forcément, on va avoir des petites, enfin, notre propre trajectoire, comme tu l'as dit. Ouais. Pourquoi c'est si difficile à accepter d'avoir notre propre trajectoire? Alors, déjà, la norme, c'est pas toi. Toi, tu es hors norme dans ton aspect physique. Enfin, je dis ça pour Dans la statistique, tu veux dire? oui, Ouais. si tu prends la norme, la Oui, je suis plus tendance, grand que la moyenne, par exemple, plus tu es musclé beaucoup que la plus moyenne, musclé, tu as etc. beaucoup moins de masse grasse que la moyenne. Je Mmh. connais pas ton taux de masse grasse, mais tout comme un Sébastien Chabal, à l'époque, rugby, était Hors norme hors aussi. norme aussi. Ouais. Bon, donc pourquoi c'est difficile de coller à la norme? Parce que nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des animaux qui vivons en société. Et cette société, elle a des paramètres physiques, culturels, une histoire. Enfin, elle a un corpus, un corps, si tu veux, qui la représente. Et ce corps, il a la norme, elle est par exemple qu'une femme, ça mesure 1,65 m. Ça, c'est la moyenne de la taille des Françaises, encore aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup évolué. Et les hommes, je crois que c'est 1,78 m. Donc déjà, si tu fais pas 1,65 m ou 1,78 m, ben, ou tu es en dessous de la norme, ou tu es au-dessus de la norme, donc tu n'es pas vraiment dans la norme. Bon, si tu fais 67 Ouais. ou 76, ça va, tu es à peu près dans la norme. Pour le poids, c'est la même chose. Tu as une espèce de norme. Et même pour la morphologie, mais on voit bien que c'est culturel. Tu vas dans le bassin méditerranéen, les femmes n'ont pas la même morphologie qu'en Belgique. Qu'en Asie, bien sûr, Voilà, oui, oui, complètement. en dehors de tout paramètre purement culturel, ou en Allemagne ou quoi. Donc, si tu veux, enfin, si, tu as besoin d'être dans la norme parce que tu es dans le... tu es un peu invisible et tu es surtout conforme. Tu vois, on peut rien te reprocher. Tu colles à l'attendu sociétal. Alors après, dans cet attendu, tu as la dimension culturelle aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, les ados, il faut pas qu'ils aient de boutons. Tu vois, t'as pas que des histoires de poids et Ouais. de taille, hein, évidemment. Quand c'est la mode des cheveux frisés, si tu as des cheveux tout raides comme moi, t'es pas dans la norme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des permanentes, on fait des frisettes le jour où c'est frisé. Puis après, quand c'est la norme des cheveux lisses, celles qui sont bouclées, elles se les lissent, et ainsi de suite. Je comprends. Donc, en fait, tu as plein d'éléments comme ça qui te mettent dans le pourquoi les jeunes, les ados. Ça m'a frappé l'autre jour, j'étais dans une ville un peu plus petite. J'étais à Bordeaux, en fait, pour tout dire. Et je vois 3 jeunes passer. Je me dis, c'est marrant, ils sont coiffés les 3 pareils. J'étais devant. En fait, on était arrêtés au feu rouge devant un lycée.
Et je me dis: «Ah mais attends, mais en fait tous les garçons sont coiffés pareil». Tu sais, hyper court, au-dessus des oreilles et une Et beaucoup touffe, de cheveux tu ici, sais, ouais, ouais. voilà. Et je me disais même: «C'est fou, ils sont tous frisés». Donc peut-être même qu'ils se font friser, j'en sais rien, tu vois? Et ensuite je suis passée dans une autre ville et j'ai vu que c'était pareil et après je suis montée à Paris après, enfin bon, j'ai pas mal circulé ces derniers temps et je me suis dit: «Ah bah, en fait, ça doit être la nouvelle mode». Et pourquoi ils sont tous coiffés pareil? Parce que comme ça, ils font partie du même groupe, Mmh. ils se reconnaissent. Tu vois, c'est une manière de savoir que tu fais partie de l'ensemble. Ta trajectoire individuelle, singulière, elle va t'amener comme une petite étoile. En fait, il faudrait se voir comme des étoiles. L'étoile, tu regardes le ciel, chaque étoile a sa luminosité, est éloignée de telle manière, mais ça forme quand même bien Un ensemble. l'ensemble Ouais. du ciel. Et si on était dans la, la vision et la perception de cette singularité, si on l'a cultivée dès l'enfance, si au lieu de dire aux enfants, tu dois être dans la moyenne de la classe, si on ne leur disait pas, t'es trop grand, t'es trop ci, t'es trop ça va pas, tu cours pas assez vite, tu nages pas assez vite, je sais pas quoi, Ou pour le coup, tu manges pas assez, tu manges trop, ou voilà, etc. ou t'as pas les notes suffisantes à l'école, t'es nul en maths, t'es nul en français, t'es machin. En fait, on est beaucoup dans la comparaison tout le temps. Et le meilleur moyen de ne pas être comparé, c'est d'être Dans la langue. dans la norme, Ouais. dans la tendance globale. Hmm. Donc ça fait sens en fait. Ça fait sens, mais c'est peut-être pas bon. C'est peut-être pas bon pour nous. De. Pour nous qui J'aime bien quand j'utilise des termes comme ça, d'ensemble, où je mets tout le monde dans le même panier, mais en fait, ça me concerne peut-être que moi. Mais pourquoi tu dis c'est pas bon? Bah, de vouloir forcément adhérer à la norme alors qu'on a tous notre trajectoire individuelle. Ah, mais toi, tu l'as cultivée, ta trajectoire individuelle. Bah, moi, j'insistais pour ne pas être dans la norme, justement. Oui, c'est ça. Donc, c'est ta trajectoire. Hmm. Après, toi, il y a un autre paramètre, c'est que tu es devenu un modèle, vraisemblablement. Je ne sais pas si ça te gêne d'être perçu comme ça, mais de fait, par tout ce que tu fais, que tu montres, tu es devenu un modèle certainement pour des générations de jeunes, ou moins jeunes, je ne sais pas, mais je pense plutôt jeunes. Tu es devenu un modèle et donc tu peux devenir une sorte de personne à qui on va se comparer, à qui on veut ressembler, et peut-être emmener une nouvelle norme, tu vois, qui serait d'être très, très, très musclé, de passer beaucoup de temps. Et ça peut être peut-être ça le côté pas bon parce que ceux qui n'y arrivent pas ou ceux qui se sont mis ce projet et qui, pour plein de raisons, ne l'atteindront peut-être jamais. D'une part parce qu'ils n'en feront pas un élément central dans leur vie et parce qu'ils vivront peut-être pas de ça non plus. Je crois que toi, tu vis aussi Absolument. de ça, de ton Ouais. corps, de cet engagement dans le sport, etc. Ça peut créer de la frustration. Ben oui, et surtout, la question, c'est qu'est-ce qui te lance là-dedans, à la base, et qu'est-ce que tu y gagnes, ou qu'est-ce qui se passe si tu ne le gagnes pas? Et souvent, ce qui te lance là-dedans, mais toi, tu pourras peut-être nous dire si tu as envie, c'est un problème d'estime de soi, de se reconnaître une valeur suffisante pour ce qu'on est, dans le corps qu'on a, et pas forcément vouloir montrer autre chose de soi. En Hmm. fait, l'avantage, c'est que tu focalises, pas toi, tu focalises le regard sur ton corps, ce qui potentiellement peut éviter de se poser la question de mais est-ce qu'il a des trucs à dire, mais est-ce qu'il est intelligent, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre à part pousser de la fonte. Enfin, après, tu vois, tu as des stéréotypes aussi. Potentiellement, tu peux être un stéréotype Hmm. de l'homme musclé, fort, viril, puissant. Et tout ça, ça incarne une certaine forme de virilité. Alors c'est complexe, hein, la notion de virilité. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 3 tomes qui sont sortis sur la virilité. Donc t'imagines l'histoire de la virilité. Et elle évolue, la virilité, au fil de la vie, de l'histoire des hommes. Mais potentiellement, en fait, tu peux représenter tout ça et que d'autres personnes aient envie, ou se disent, je ne peux exprimer ma virilité ou ma puissance ou ma force que sous une forme musculaire. Alors qu'on connaît des gens qui sont petits et gringalets et on en a connu dans l'histoire malheureusement, et qui incarnent une force et qui sont un leadership, un charisme,
qui sont capables d'embarquer. Ouais. Alors, tu vois, pour répondre à ta question, pour ma part, c'était pas une question d'estime de soi. J'ai commencé pour complètement d'autres raisons. Et je pense que je l'ai partagé plein de fois sur pas mal de podcasts d'ailleurs, que les raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire de la musculation, c'était pas une question de confiance en soi. C'était pas pour vraiment gagner en confiance, parce que j'en avais déjà assez, j'en ai toujours eu. Donc c'était pas vraiment cette logique-là. Mais je m'étais jamais fait cette réflexion-là, de pouvoir être un exemple et de pouvoir être une norme, enfin de pouvoir diriger et de construire une certaine norme pour les personnes qui me suivraient ou qui m'ont déjà suivi. Je m'étais jamais fait cette réflexion. J'ai encore plus de responsabilités sur les épaules. Merci, hein. De rien. Merci beaucoup. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est important ce que tu fais là, notamment avec ce podcast, mais c'est important aussi de ramener de la nuance. Après, toi, tu as ton parcours individuel. Je pense que les gens ont besoin de modèles, ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Ça a toujours existé, tu vois, avec les mannequins, avec les Bien sûr. chanteurs, Les avec les... acteurs, oui. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose. Et puis parfois, on se rend compte que ces modèles n'en sont pas. Enfin, tu vois, par exemple, l'abbé Pierre, on parlait de ça hier avec des gens, mais ça a été la personnalité préférée des Français pendant des années. Ouais. Donc, tu as quelque chose qui se crée, tu vois, une espèce de légende, quelqu'un que tu admires, qui fait quelque chose d'exceptionnel, etc. Ça ne veut pas forcément dire que tu veux lui ressembler. Puis un jour, cette personne, tu te rends compte que C'est pas celle qu'on c'est imaginait. pas celle qu'on imaginait et que après, je connais rien du tout à son histoire et tout ça, mais juste ce que je constate maintenant, c'est que c'est plus la personnalité préférée des Français, loin s'en faut, qu'on n'ose même plus dire, le prendre en référence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont besoin d'un modèle pour peut-être aussi, tu vois, accéder à quelque chose, pouvoir se projeter. Ce qui est bien, c'est pas de se dire, c'est quand je serai là que je commencerai à vivre et à être bien. Parce que toi, on voit que quand tu as été là, c'est là que tu as commencé à dire, enfin, pas forcément commencé, mais tiens, je vais peut-être mettre des nuances, tiens, je vais peut-être revoir certaines choses dans mon mode de vie, dans ce que je mange, dans ce que je fais, de peut-être avoir d'autres investissements, propager une parole différemment. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans la vie, c'est le chemin qui nous mène où que ça nous mène. C'est le chemin parce qu'en fait, c'est ça notre vie. Notre vie, elle est faite de tous les jours, des petits pas, des choses qui nous amènent quelque part. Si on attend d'être à une destination, une un objectif, destination ouais. pour se dire, je vais enfin pouvoir... Moi, je le vois beaucoup avec les femmes qui veulent maigrir. Hein. Quand Ce j'aurai qui atteint ce n'arrive point, jamais au final. ou fugacement, et ou parfois à cause de mauvaises raisons, du style j'ai vécu une séparation, un deuil, j'étais complètement déprimée, j'ai perdu 15 kilos. Et quand elles m'expliquent la première fois que je les vois que c'est à ce point-là qu'elles ont envie de revenir, moi je leur dis quand même, vous vous sentiez comment à ce moment-là? Ouais. Alors elles disent, ah mais bien, beaucoup plus légère, etc. Oui, mais globalement, vous vous sentiez quoi? Ah j'étais complètement déprimée, hein. J'étais au fond du trou, ça allait pas du tout. Et c'est là que tu te dis, d'accord, donc il y a quelque chose de l'ordre de la destination, mais le chemin qui t'a amené à cette destination, clairement, si je te dis, il faut que tu reprennes ce chemin-là pour y arriver, tu n'auras pas du tout envie de le reprendre, tu vois. Donc, c'est est-ce que vraiment cette destination est la bonne? Si elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Est-ce que pour autant, tu as raté quelque chose? Tu vois, si, je sais pas, si tu mesurais 3 cm de moins, est-ce que tu aurais raté quelque chose pour autant? Peut-être pas. Enfin, j'espère pour toi que tu n'aurais pas l'impression. Et, et, euh, et après, c'est... j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, et après, c'est que finalement, chaque moment où, pour l'alimentation, où tu t'interroges sur de quoi j'ai besoin, est-ce que ce que je mange, ça a du sens, est-ce que j'apprécie ce que je suis en train de manger, tiens, c'est marrant, ça j'aime moins maintenant, ça j'aime plus, ou ça, c'est l'idée que je m'en faisais qui m'a plu. Tout ça, en fait, tu es complètement dans le moment présent, ancré dans ce qui est en train de se passer, ancré dans toi. Oh là, je vais arrêter de manger ça parce que j'ai assez. Ou bien, je suis allée hier au resto, là, j'ai envie d'un truc plus léger, plus facile. Tu vois, c'est pas forcément il faut que je fasse ça parce que, comme j'ai fait ça hier, pour me punir un petit peu et puis pour surtout ne pas prendre de grammes, 3 grammes, je vais m'empêcher de...
Non, c'est une espèce de logique avec le ressenti. Moi, je suis beaucoup sur les ressentis. Mon accompagnement, il s'ancre beaucoup là-dedans. Et ben, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est tout ce développement-là qui t'amène à un moment donné à avoir une sorte de régulation interne et aussi à accepter que ton corps, il soit pas tous les jours le même, Bien sûr. que ton poids, il soit pas tous les jours le même, et c'est parfaitement normal, qu'au cours de la vie, ton corps va changer, et c'est normal. Tu vois personne de 80 ans qui ressemble à celui qu'il était à 50, et à 50, rarement celui qu'il était à 20. À 20, ouais. C'est juste normal, ça veut dire qu'on est vivant. Et comment on peut faire pour être un peu plus à même à être attentif à ce qu'on ressent? On vient me voir. En plus de ça. En plus de ça, non. Dans le sens où, tu as bien dit que ton suivi était tes accompagnements étaient basés sur le ressenti, et je trouve que c'est génial. Mais comment on y arrive? Comment on peut être plus attentif à son ressenti sans se dire, OK, il y a toute cette culture de la diète qui fait qu'on doit être en déficit calorique, ou au contraire, on doit manger plein de prod pour gagner du muscle, sans vraiment écouter ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on se sent de faire. Comment on peut arriver à être attentif à son ressenti? Alors, il y a plusieurs travails à mener en parallèle. Le premier, je t'explique un peu comment moi j'accompagne les gens. Le premier, c'est de les amener à se poser ces questions de leur ressenti. Pas de les gérer, pas de les contrôler, de déjà percevoir ce qui se passe. Donc, je leur propose de remplir un journal, que j'appelle le journal d'un mangeur ou d'une mangeuse, qui va permettre de regarder le mangeur que j'ai en face de moi par plusieurs prismes, par plusieurs angles de vue. Tu vois, comme si je prenais, comme Matrix, tu sais, la photo là, comme ça. Tous les angles, ouais. Et ben là, c'est pareil. Alors, j'en ai pas autant parce que je crois qu'il y en avait, je sais plus combien, c'était monstrueux. Mais je leur demande de regarder à la fois à quelle heure ils mangent. Quand je dis ils mangent, c'est pas forcément leurs repas principaux, c'est tout ce qui passe dans leur bouche. À quelle heure ils mangent, ce qu'ils mangent, dans quelle quantité. Et là, je leur dis de ne pas sortir la balance de cuisine, que juste à l'œil, aussi observer ce que tu manges, tu vois. Pas pour te dire j'ai dû manger 200 grammes, mais juste te dire oh là là, l'assiette est bien remplie, ça me paraît pas beaucoup, ça me paraît beaucoup. C'est intéressant ça, parce qu'on est aussi trompé par notre œil. Tu vois, je me souviens d'une fois où j'avais acheté un plat de pâtes dans un espèce de bol, là, tu sais, un peu haut. Et je sais le restaurant dans lequel je l'avais acheté. Je me suis dit, ah, dis donc, quand tu vas là-bas, tu as une assiette très remplie. Et là, ça me paraît pas beaucoup. Et comme je connais tous ces trucs-là, je me suis dit, tiens, je vais mettre dans une assiette. Oh, et quand j'ai vu le monstre dans l'assiette qu'il y avait, je me suis dit, non, mais. Et d'ailleurs, autant dans le bol, je me suis dit, ouais, potentiellement, je peux tout manger, sans du tout me rendre compte de ce qu'il y avait dedans. Autant quand ça a été dans l'assiette, je me suis dit, ça m'étonnerait que je mange tout. Et au bout du compte, j'ai arrêté au bout de la moitié parce que j'en avais beaucoup trop. Tu vois. Mais c'est intéressant parce que nos assiettes ont grandi depuis les 60 dernières années. Elles ont pris, je crois, 6 cm de diamètre. C'est énorme. Hein, quand tu prends une assiette de grand-mère, tu vois, et une assiette de maintenant, 6 cm, ça paraît pas beaucoup, mais quand tu le vois visuellement, c'est énorme. D'ailleurs, à tel point, je suis rentrée chez un antiquaire il n'y a pas longtemps et il y avait une pile d'assiettes que je trouvais jolie, mais je n'arrivais pas à savoir si c'était des assiettes à dessert ou des assiettes à plat principal. À cause de leur taille. Vieille, à cause de leur taille. Mais pour te dire que nos assiettes à dessert sont devenues... Non, leurs assiettes principales sont devenues nos assiettes à dessert. Tu imagines. Ouais, donc la quantité qu'on met dedans, forcément. Évidemment. Parce que si tu mets une petite crotte de pâte de riz ou un petit steak haché dans une assiette qui fait 6 cm de plus, tu te dis, j'ai rien à bouffer. Ouais. Si, d'ailleurs, tu le vois dans les fast-foods, si tu prends le sandwich de base, un burger de base, et que tu vois ce qu'ils proposent d'autre, si tu as l'habitude de prendre un burger avec 2 ou 3 steaks, forcément, le jour où tu vois le truc de base, tu dis, même pas en rêve, ça ne nourrira jamais, tu vois. Donc, notre œil, quand même, il commence à compter. Donc, je leur demande d'évaluer ce qu'ils ont mangé à l'œil. Donc, ils peuvent me dire une assiette, une grosse assiette, une petite assiette, un quart d'assiette, une louche, 2 louches. Ça m'est égal, d'ailleurs. Ça m'est égal parce que moi, je ne calcule jamais les calories avec mes patients. Ouais. Jamais. Tu veux vraiment voir leur perception de leur repas, en fin de compte. Exactement. Ouais. Et je veux leur donner des éléments de régulation qui soient hors
cerveau. Je veux qu'ils lâchent un peu leur cerveau cognitif. Tu vois, j'ai telle connaissance, il faut que je dois. Bon. Donc, je leur demande de travailler là-dessus et en même temps de se poser la question de l'intensité de la sensation de faim et d'envie de manger qu'ils ressentent avant de commencer et l'intensité de la sensation de rassasiement et de la satisfaction de cette envie, ça c'est dans un deuxième temps, mais bon, peu importe, ça va marcher ensemble, qu'ils le ressentent après avoir mangé. Faim et rassasiement, c'est la question, la réponse. Et envie, satisfaction, c'est la question, la réponse. Ouais, je vois. Tu vois, l'envie, elle est plus... Dans l'envie, je leur dis de mettre tout ce qui n'est pas de la faim. Donc la faim, c'est tout ce qui va s'exprimer dans le corps. Et toi, quand tu as faim, ça fait comment dans ton corps? J'ai l'impression d'avoir l'estomac vide. Ouais, tu sens un creux. Je sens un creux. D'accord. Ça fait des bruits? Ça fait des bruits. Ok. Ouais. Donc, malgré la dose de muscle, ça ne vient pas assez de... Non, ça va pas combler ça. Ça ne coupe pas le bruit. Ok, donc ça fait des bruits. Donc, tu es informé que tu as faim. Et peut-être que si tu attends avant de manger, tu vas avoir de plus en plus faim. Et peut-être qu'à un moment donné, tu n'auras même plus faim. Oui. Et ça, c'est une régulation du corps qui fait que comme la faim est un signal d'alarme, quand tu... un signal d'alarme notamment qui dit qu'il y a une baisse de taux de sucre dans le sang et que cette baisse n'est pas bonne pour notre cerveau qui consomme essentiellement du sucre, du glucose. Ouais. Donc, signal d'alarme, mais si à un moment donné, tu ne réponds pas, tu n'as plus faim parce qu'on a une petite boîte à pharmacie dans notre foie de glycogène, le même sucre de réserve qu'il y a dans les muscles. Là, il est fait exclusivement pour être versé dans le sang quand on ne répond pas, quand on n'a pas accès à du sucre, pour que le cerveau ne soit pas en difficulté. Et c'est aussi pour ça que lorsque, notamment des diabétiques, on le voit beaucoup là chez ces gens, les diabétiques ne répondent pas de manière régulière et qu'ils ont une hypoglycémie trop forte, ils tombent dans ce qu'on appelle un coma hypoglycémique. Alors, ça va se réguler parce que grâce à notre petite boîte à pharmacie, mais chez eux, donc ils vont se réveiller. C'est pas un coma qui reste. Ils vont se réveiller, mais c'est problématique. Donc l'idée, c'est vraiment de manger quand on a faim, de ne pas attendre d'avoir trop faim, parce qu'une fois que le foie a versé sa petite brouette de sucre dans le sang, la première chose qui va se passer quand tu vas manger, c'est de regarnir la boîte à pharmacie. On n'a pas grand-chose dans la boîte à pharmacie. Hein. On a de quoi tenir 2-3 jours. Donc, tu vois, c'est vite vidé. Ouais. Donc, dès que tu remanges quelque chose qui peut rapporter du glucose, du glycogène, pouf, ça va être pris. Donc, ça va induire une dérégulation. Si tu manges un montant précis de glucides, ben, comme il y en a une partie qui va partir dans la boîte à pharmacie, il n'y en aura peut-être pas forcément assez pour le reste. Donc, tu vois, ça induit ce truc un peu de chaotique qui n'est pas idéal. L'autre raison de ne pas attendre d'avoir trop faim, c'est que quand tu manges en ayant eu trop faim, bizarrement, tu vas manger très vite et beaucoup. Souvent, les gens qui ont eu très faim, quand ils remangent, ils disent « Ah, j'ai trop mangé ». Parce que si c'était arrêté au bout de 3 ou 4 bouchées, ils se seraient rendus compte que le signal est repassé de, disons, 8 sur 10 à 4-5. Je peux reprendre le temps. Je peux me reposer la question de est-ce que là, j'ai assez mangé? Est-ce que tu vois? Mais là, c'était trop précipité pour C'était trop l'information. précipité. L'information n'a pas le temps d'arriver au cerveau, ça suffit. Ouais. Elle n'a même pas le temps d'arriver à l'estomac d'ailleurs, parce qu'en général, quand on gloutonne comme ça, on mange vite, tu vois, on avale des grosses bouchées, donc ça tombe dans l'estomac, et l'estomac, il lui faut 20 minutes pour se distendre et que les récepteurs qui sont sur la paroi de l'estomac disent par le système nerveux central au cerveau, ça y est, j'ai assez. Donc il nous faut un temps de 20 minutes minimum pour pouvoir sentir qu'on a assez mangé. Et pouvoir se dire, je suis rassasié. Si tu manges en 6 minutes, c'est clair que... Non, il y a de grandes chances que tu manges plus que de besoin et que tu as l'information, mais trop tard, que tu as trop mangé, en fait. Ouais. Donc, tu vois, c'est déjà des premières petites choses qui disent « Ah, mais alors donc, si je mange un tout petit peu plus lentement, si je laisse ces 20 minutes, je vais peut-être manger moins, ce qui va m'apporter moins de calories, mais pas parce que j'aurais décidé qu'il faut que j'ai moins de calories, juste parce que ça sera suffisant pour mon corps. » Le fait de mastiquer, ça prend du temps. Et on a aussi des récepteurs ici qui disent au cerveau, ça y est, elle mange, il mange. Donc, si tu manges des choses qui sont liquides, fluides, tu n'auras pas forcément cette information
que tu as commencé à manger. Donc, tu n'auras pas non plus la régulation de ça va, tu peux t'arrêter là, c'est suffisant. Donc vraiment, littéralement, engloutir, ça envoie pas les signaux nécessaires C'est ça. à la satiété et à voilà, recevoir l'information Et donc, à pouvoir pour gérer ça. t'arrêter à temps. Donc, même si tu manges des choses, parce que parfois les gens me disent oui, mais c'est une pomme, oui, mais c'est des haricots verts. Alors déjà, c'est assez rare que les gens mangent que des haricots verts, mais ou de la purée de haricots, de la purée de céleri, je sais pas quoi. Bon, ok, ça, tu l'as mangé, tu en as mangé plein, beaucoup, parce que tu t'es dit que c'était pas beaucoup de calories, mais à côté, tu as mangé d'autres choses, et finalement, au bout du compte, c'est trop. Donc, même si c'est trop de 100 ou 200 calories, Ça reste trop. répétées, Ouais. ça reste trop. Et Ouais. notre corps, quand il n'a pas besoin, quand c'est trop, ou quand c'est pas au bon moment, il ne sait pas brûler ce que tu lui as apporté, il ne sait faire qu'une chose, c'est le stocker en cas de besoin ultérieur. Voilà. Et on sait stocker, contrairement aux protéines qu'on ne sait pas stocker, on le disait tout à l'heure, on sait stocker les glucides, on sait stocker les lipides sous forme de triglycérides. Et ces triglycérides qui sont fabriqués par le foie partent dans le sang pour être transportés dans la masse grasse, dans les cellules adipeuses, qui ont une capacité quasiment infinie à gonfler, à être gonflées de triglycérides, de gras. Et quand elles sont vraiment trop gonflées, à ce moment-là, elles se transforment. On a cru longtemps que les cellules adipeuses n'étaient pas capables de se reproduire. Mais quand on arrive à un stade inflammatoire de ce tissu adipeux, à ce moment-là, il crée de nouvelles cellules adipeuses. C'est la lipogénèse, hein, c'est ça. Exactement. Et c'est très compliqué pour les perdre. Et Ou alors même c'est quasiment impossible. impossible. C'est pour ça que quand on accuse les obèses de manquer de volonté, de ne pas être capable de faire ce fameux déficit calorique, etc., tu serais vraiment surpris de ce que mange. Déjà, étonnamment, quelqu'un qui est obèse a une masse musculaire qui est bien développée parce qu'il faut le porter, le poids du corps. T'imagines, enfin, je ne sais pas combien tu pèses, mais de porter, je sais pas, 100, 110, 115, 120 kilos tous les jours, bah, il faut des muscles dans les jambes, il faut des muscles dans les bras, enfin, il faut des muscles un peu partout, tu vois, pour porter ce poids de corps. Et quand bien même, il a des besoins liés à ce poids de corps. Enfin, tu vois, tu as besoin pour la machine. Et quand bien même il fait un déficit calorique et qu'il ne mange pas beaucoup, il ne perd pas. Il ne perd pas parce que le système inflammatoire bloque la capacité à perdre. Donc, chez certaines personnes qui ont développé une obésité importante, on va préférer et trouver déjà performant le fait que la personne maintienne son poids et ne soit pas dans une prise de poids continuelle. Alors je te rassure pour ça, je suis le premier à le reconnaître et l'accepter. La solution n'est pas toujours le déficit calorique, surtout pour des personnes qui souffrent d'obésité, hein, ça, clairement. Oui, et puis il peut y avoir aussi des tas de raisons en dehors de ce que mange la personne à ce que cette obésité soit en place, que ce soit des raisons hormonales, psychologiques, des traumas que le corps essaye de... C'est vraiment injuste parce que j'ai une toute fumeuse et alors que j'ai jamais fumé une suce. Ça, c'est injuste. C'est vraiment super injuste. Donc, il y a ce truc de faim et de rassasiement. Et après, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est bah oui, mais bon, une fois, ça, c'est vraiment à travailler parce que c'est pas si naturel que ça. Ça l'est plus. Quand on t'a dit toute ta vie, finis ton assiette, faut pas gâcher. Oh là là, vraiment, tu manges rien, tu manges trop, tu machin. Tu sais plus, t'oses plus te faire confiance. Donc, il faut commencer par faire confiance à ton corps, retrouver ses sensations, les faire réémerger, donc les écouter et les entendre. Donc c'est ce que tu cherches à identifier quand tu demandes à remplir ce journal du mangeur, hein, c'est comme ça que tu l'as appelé. Exactement. Ouais. Et je leur demande aussi de mettre dans les envies tout ce qui est de l'ordre de la gourmandise, la sollicitation, la fatigue, l'énervement, la compensation, la récompense. Parce que quand on mange, et notamment quand on mange du sucré ou du gras sucré ou du gras salé, mais particulièrement du gras et du sucre, on a vraiment une succession de mécanismes qui amènent à ressentir, par la production d'une hormone qui s'appelle la sérotonine et la dopamine, du bien-être, du réconfort, de la régulation de l'humeur. Donc c'est vrai quand les gens me disent « ouais, c'est nul, je sais bien que ça ne m'apporte rien de manger du chocolat le soir », je dis « détrompez-vous,
Ça t'apaise, Voilà. ça calme ton anxiété, etc. Ce que sûrement des gens qui font une activité physique intense ou du sport Complètement, bien sûr. ressentent avec les endorphines, Ouais. eh ben, les gens qui mangent pour se faire du bien ont un vrai mécanisme qui se met en place qui fait du bien. Donc ça, Et ça, on l'a tous vécu, hein, j'imagine, de toute façon. je sais pas. Bah, Tu l'avais déjà vécu, toi? bien sûr, oui, En mangeant 100%. quelque chose, sentir que ça Ah va oui, oui, mieux? complètement. D'accord. Ouais, ouais. OK. Ben, alors, c'est bien, parce que ça veut dire que tu l'as écouté, enfin, tu vois, que tu l'as ressenti, et je trouve que ça enlève aussi cette culpabilité de se dire: «Je fais n'importe quoi», comme si rien n'avait de sens dans ce que je fais avec l'alimentation. Ben si, ça a du sens. C'est venu t'apporter quelque chose que tu pouvais peut-être pas trouver différemment, tu Mmh. vois? J'ai des gens, par exemple, qui vivent seuls ou qui sont en très grand conflit avec leurs enfants ou leurs conjoints ou conjointes. Ben, par moment, c'est la seule ressource. Tu vois, il est 23 heures, ils vont pas aller se mettre à courir dehors ou pousser de la fonte ou je ne sais quoi, ou peut-être ils sont blessés, ou peut-être ils n'ont pas la possibilité ou pas du tout l'envie, ou bah, bref, mille Oui, oui. choses. Mais je pourrais dire ça avec un musicien, tu vois? Imagine un musicien professionnel qui trouve énormément de bénéfices à jouer, bah, il va peut-être pas se mettre à jouer du piano à 23 heures s'il habite dans un appartement, en ville. Donc il y a plein de moments où on est empêché de faire ce qui peut nous faire du bien et où le plus simple, le plus Le plus accessible, accessible, ouais. Le plus rapide, c'est de c'est ça. manger. Et en plus, c'est, voilà, hyper rapide. Mmh. C'est-à-dire la mise en œuvre, il y a pas grand-chose à faire. En revanche, ce qui est embêtant, c'est que derrière ce positif, il y a souvent, et quasiment tout le temps, parce que là aussi, je crois que les gens s'imaginent que des gens qui sont en problématique avec leur poids ou leur corps, qui sont malheureux parce qu'ils sont trop gros ou parce qu'ils sont trop maigres, sont complètement passifs là-devant. Mais en fait, pas du tout. Tous les jours, à chaque moment où ils se voient dans une glace, à chaque moment où ils vont voir un médecin, à chaque moment où ils vont acheter un vêtement, à chaque moment, ils savent qu'ils ne sont pas dans cette fameuse norme dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et on le disait, c'est violent de ne pas être dans la norme, c'est dur. Il faut avoir un mental en acier trempé pour se dire, OK, je vis avec ce corps, je ne l'abîme pas plus, Ouais. parce que moi, je ne suis pas non plus à dire, oui, il faut faire n'importe quoi et tant pis, advienne que pourra. Pas du tout. Je l'entretiens, je le respecte au mieux, mais je n'attends pas de lui des choses qu'il ne peut pas faire et je ne lui en veux pas de choses que je n'ai pas, du corps dont je rêve et que je n'ai pas. Et donc, qu'est-ce qui vient derrière? En général, c'est la culpabilité, d'une part, la mauvaise estime de soi. Je suis nulle, je m'étais dit que je ferais attention, j'ai encore fait n'importe quoi, je me flagelle. Et donc, la première chose qui revient, ça s'appelle le cercle vicieux de la restriction cognitive. Première chose qu'on imagine, c'est bah, je vais faire gaffe. Demain, je m'y remets. Demain, je vais pas prendre le petit-déj. Je vais prendre les machins fitness, machin au petit-déj. Donc j'essaie de compenser. Voilà, toujours par la même logique de Ouais. restriction calorique, pensant que ça va durer. Puis dans la journée, il arrive un truc, un autre, et puis je refais ce que j'ai l'impression d'être n'importe quoi. Donc écouter ses envies, c'est là où tout le travail sur l'émotionnel et le psychologique et la perception de soi, l'estime de soi, va intervenir. Mmh. Ouais, je comprends Tu totalement. vois, et là, le travail, enfin, on rentre en profondeur. En fait, on fait comme les archéologues, tu vois. Au début, il y a un petit truc qui émerge. Puis, en fait, au début, on y va un peu à la pelleteuse, et puis ensuite à la pelle, et puis ensuite au petit balai, et puis après au pinceau. Et voilà, plus on rentre dans le travail sur soi, et plus on est au pinceau. Et tu penses que c'est une chose qui fait peur, ce qui pourrait expliquer que la plupart ne le font pas, dans le sens où, ok, on sait que ces comportements, ça traduit quelque chose peut-être de plus profond, mais j'ai pas envie d'aller creuser profondément parce que je vais peut-être y trouver des choses qui sont désagréables à vivre, désagréables à entendre, donc on va rester en surface et rester dans ce cercle-là. Oui, je crois que ça fait encore très peur. Moi, ce que je dis souvent quand les gens me disent ça, c'est que en réalité, même si tu n'en as pas conscience, ce qui est en toi, c'est en toi. Et ça fait son travail de sape, tu vois. Donc oui, on a peut-être peur d'aller voir ce qu'il y a sous la couverture Hmm. de gras et de corps, mais de toute façon, c'est là. Et ça induit souvent tout ça, là, la mauvaise estime de soi, le fait de ne pas être bien, le fait d'être malheureux avec soi. Et donc,
quand tu commences à soulever la couverture, finalement, tu te libères de choses. Tout tient. En fait, les gens, ils arrivent au travail sur soi quand ça tient plus. Toutes les digues qu'ils ont montées, elles tiennent plus. Et à ce moment-là, ils sont submergés. Et quand tu es submergé, mais tu te poses plus la question de j'y vais pas, j'ai peur. Tu veux plus vivre avec ça. Là, c'est trop. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment faire. Alors, parfois, c'est le corps qui submerge parce que le corps, c'est une sorte de symptôme, mais pas toujours. D'ailleurs, il n'y a pas toujours une explication au corps tel qu'il est. Parfois, voilà, la vie qui l'a amené là où il est. Et puis, la morphologie et le destin, quoi, d'une certaine manière. Mais quand même, souvent, il y a des traumas, notamment des traumatismes, des traumas sexuels, des viols, des incestes, des choses. Ça arrive quand même très souvent dans les problématiques de corps gros. Ah oui. Ben oui, parce que le corps gros, il devient d'une certaine manière un peu asexué, bizarrement assez invisibilisé. La dimension chez la femme féminine, même masculine, tu vois, c'est pas des corps séduisants dans l'idéal qu'on se fait du corps. Donc, ce corps, il vient protéger du risque d'agression, il vient protéger. On sait que les femmes, par exemple, qui maigrissent, elles sont beaucoup plus sexualisées par l'autre, mais elles-mêmes, elles remettent des décolletés, elles mettent des choses plus près du corps, elles se cachent moins dans leurs vêtements, donc elles se réexposent. Et c'est aussi pour ça que souvent, tu as des yo-yo. C'est pas juste des yo-yo de comportement alimentaire, c'est aussi des yo-yo de je deviens maigre. Alors là, je te donne l'exemple de je deviens mince, je me resexualise, ça réveille mes traumas, mais j'en ai pas conscience, donc je remonte. Tu vois. Ou, par exemple, je me souviens de patientes qui pouvaient pas maigrir parce que, par exemple, elles avaient perdu leur mère d'un cancer, elles avaient fini leur maman très, 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 très maigre. Et le fait de perdre du poids, pour elles, c'était très associé à la maladie. Mais tant que tu n'as pas mis le doigt là-dessus, en fait, tu vois, tu te débats quoi, dans des schémas qui sont répétitifs, récurrents, dont tu sors pas. Ça veut dire que... Est-ce que tu estimes que ton travail, il est plus psychologique que diététique au final? Oui. Ah oui, oui, clairement. Que ce soit sur le comportement, que ce soit sur les croyances, que ce soit sur les représentations, que ce soit sur les émotions qui se traduisent dans l'alimentation. Mais si tu veux, c'est toujours en lien avec le corps et l'alimentation. Donc, par exemple, si quelqu'un me dit ma maison a brûlé, je suis sous le choc, j'ai un stress post-traumatique, je vais l'envoyer voir un autre psy. Moi, c'est pas mon champ de compétences. Mon champ de compétences, il est vraiment très dans ce fil étroit qu'il y a entre le corps et l'environnement psychologique, au sens très large du terme. Bien sûr. Et je mets dedans la culture, je mets dedans l'éducation. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois. Qu'est-ce que tes parents ont valorisé? Est-ce que tes parents ont passé leur temps à te dire t'es belle, oh, t'es belle, elle est belle, ou ils ont valorisé d'autres choses. Oh, ce dessin, qu'est-ce qu'il représente? T'as essayé, c'est super d'avoir essayé. Ben écoute, je sais pas, t'es allé en stage de danse ou stage de trampoline ou je sais pas quoi, et puis finalement tu veux plus en faire. Mais écoute, c'est bien d'avoir essayé. Pourquoi tu veux plus en faire? Bah parce que les autres ils se sont moqués. De quoi ils se sont moqués? Bah parce que j'arrivais pas à faire la roulade alors que les autres ils y arrivent au bout de 3 jours. Et tu vois, de gonfler le fait, par exemple, d'avoir essayé ce que font très bien les Américains, pour le coup. Tu sais, les Américains disent toujours « good try ». Et là, d'un coup, tu te dis « Ah bah ouais, je ne l'ai pas fait pour rien. Je ne l'ai pas fait juste pour le résultat. Je l'ai fait parce que ça a été bien d'essayer ». Et j'ai un livre que j'adore qui s'appelle « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, qui est un philosophe et qui prend la question de l'échec avec des grandes figures, Michael Jordan, Paul McCartney. Paul McCartney, il a été refusé à la chorale de son lycée ou collège, t'imagines? C'est un comble. C'est un comble. Et bon, voilà, il est Paul McCartney. Si c'était arrêté à ce refus, jamais il serait devenu Paul McCartney. Et en fait, c'est de voir comment tu construis finalement des choses positives sur ce qui pourrait te sembler être un échec, qui finalement n'est pas un échec, qui est un essai. Tu vois, les gens qui s'arrêtent de fumer, on dit qu'il faut en moyenne 7 tentatives d'arrêt pour arrêter complètement. Mais si à chaque fois tu te dis « j'ai échoué, je suis nulle, j'y arriverai jamais », c'est mort. Tu bloques complètement toute la possibilité de te projeter dans un nouvel essai. Si tu te dis « j'ai essayé, c'était pas cette fois-ci », ce sera peut-être la prochaine. Ce sera peut-être la prochaine. Est-ce que ça veut dire que
on a plus intérêt à comprendre comment on fonctionne plutôt que de comprendre comment la nourriture fonctionne. Dans le sens où, est-ce que au final, ça sert à quelque chose d'apprendre à manger? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt apprendre à identifier nos propres mécanismes, nos propres comportements, et que une bonne alimentation en découlera? Alors ça, j'en suis absolument sûre. Tu as complètement raison. Si on était dans une société qui n'était pas à la fois injonctive, tu vois, je te donne des injonctions, il faut pas. Si on n'avait pas une telle sollicitation alimentaire, Surabondance. surabondance, si on n'était pas si grossophobe, Mmh. en fait, notre société, elle vient beaucoup perturber tout ça avec cette fameuse norme dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des normes de comportement. Tu vois, si tu vois quelqu'un manger dans la rue, moi j'ai des patientes qui me racontent ça, elles sont elles se trouvent sans de voix vive et sont, on va dire, grosses pour, je sais pas quel terme employer pour que ça ne choque personne, mais bon, surpoids, grosse, obèse, enfin, peu importe le terme. J'aime pas dire obèse ou surpoids parce que c'est devenu très médical, tu vois, c'est une sorte de... Donc, disons grosse. En tout cas, elles sont perçues comme telles. Si elles mangent une crêpe ou une glace, et qu'elles-mêmes se disent d'ailleurs, ah, je devrais pas faire ça, c'est n'importe quoi, à 15 heures, tu peux être sûr qu'il y a des gens pour leur dire... elles croisent des gens dans la rue qui ne les connaissent pas, qui leur disent, ben, vous êtes sûr que c'est bon pour vous? Enfin, à quel moment on vient commenter et dire à quelqu'un ce qu'il doit faire par sa seule apparence physique? Cette personne, elle peut très bien être dénutrie. Peut-être qu'elle a perdu 60 kilos et que malgré le fait qu'on la voit comme on la voit aujourd'hui, enfin, on ne connaît pas son chemin, justement, son parcours. Donc, moi, je crois que c'est absolument important de refaire, enfin, finalement, de garder, de laisser les enfants poursuivre leur route sensorielle dans leur capacité à identifier ce dont ils ont besoin. Sachant que je ne te l'ai pas dit, mais en plus, on a même, alors on le sent plus peut-être nous, les femmes, mais à certains moments du cycle, par exemple, on va plus avoir envie de manger de la viande rouge parce qu'on va avoir besoin de fer, Mmh. parce qu'on perd Bien du sûr, sang tous sang, les ouais. mois. Mais au même titre que tu as peut-être des moments où tu te dis tiens, je mangerais bien du fromage là. Mmh. Tu vois? Et ben peut-être que c'est un appel de calcium. C'est pas juste la gourmandise, le goût du fromage qui t'intéresse, c'est il faut du fromage. Ou des repas que tu fais et tu te dis non, mais là, il me faut du pain. Ouais. Enfin, tu vois, un truc. Tu as Des peut-être besoin. glucides, d'énergie, enfin de réserve, et cetera. Exactement. Ouais. Mais tu pas besoin de savoir tout ça. En fait, ton corps, tu vois, il t'envoie des informations. Si tu es capable de les repérer. Après, il t'envoie des informations de besoin, j'ai faim, trop ou suffisant, je suis rassasiée, je suis trop rassasiée, je suis rassasiée. Donc, en fait, il te donne plein d'éléments d'information. Le seul truc, c'est que derrière, on est dans cet environnement où où ça va sentir je sais pas, le pain qui cuit justement, la gaufre, la crêpe, on te diffuse des odeurs, tu rentres chez toi, je sais pas si ça commence à sentir, tu te dis, ouais, j'ai pas spécialement faim. Mmh. Il y a quelqu'un qui est en train de faire griller, je sais pas, des oignons dans du beurre. Moi, je trouve que c'est une odeur qui est super délicieuse. On est d'accord. On est complètement d'accord. Et d'un coup, t'as de la salive qui vient dans ta bouche. Ou maintenant, encore plus simple, tu vois une pub, tu es sur ton téléphone, tu es sollicité encore sur ça. Aussi, Ouais. c'est vrai, cette représentation. Donc, c'est compliqué de se dire, je vais faire gaffe qu'à ce que je ressens parce que, pour le coup, tu la ressens, la salive dans ta bouche, tu la ressens, l'envie de manger cette chose qui est en train de cuire Ouais. ou ce que tu vois. Ouais. Donc, tu es obligé d'être quand même informé des biais que tu peux recevoir qui vont venir en conflit avec ce que tu ressens. Ou alors, te dire, je suis suffisamment ancrée dans mes ressentis, dans moi, dans ce moment, j'ai pas de conflit avec l'alimentation. Parce qu'il peut y avoir aussi ce truc-là, tu sais, j'ai été beaucoup privée parce que j'ai fait des régimes, donc dès qu'il y a quelque chose qui passe. Avant que je commence ce travail, mon fils avait 6 ans 4 ans, quand j'ai commencé la diététique, la formation. Et donc, avant 4 ans, j'étais, comme souvent les parents, faut pas qu'ils boivent de trucs sucrés, faut pas qu'ils mangent de sucré et tout. Donc, bon, en plus, moi, j'aime pas spécialement les bonbons, donc il y avait pas de bonbons à la maison. Et un jour, je me souviens, j'étais allée à la crèche, bon, c'était à l'époque, hein, il y a 20 ans, à la crèche, ils étaient en train de faire un anniversaire avec du coca.
À la crèche. À la crèche, il avait Sympa. 2 ans, mais bon, en plus, j'aime pas le coca, donc je pense que ça venait aussi de là un peu. Hem et je me souviens l'avoir emmené à un anniversaire d'un petit copain où il y avait des bonbons et l'avoir vu, mais vraiment prendre des bonbons, genre Mmh. comme ça, tu vois? Et je me suis dit: «Voilà, tu as des trucs comme ça que tu vis et où tu as pas besoin d'avoir lu, la terre entière de bouquins, sur le sujet pour te dire: "Mais attends, est-ce que le fait qu'il y ait jamais un bonbon à la maison, qu'il y ait pas de place pour ça, est-ce que ça vient pas faire ce truc de craquage, de Ouais. lâchage, tu vois, de Engloutir tout ce frustration, qui en bouge, fait ouais, bien sûr. et de transgression un peu Mmh. aussi parce qu'on est des humains, donc on aime bien transgresser, et répondre, un peu à l'interdit par, le trop. On le connaît bien chez les jeunes, ça, tu vois? Ouais. Tous les comportements transgressifs de l'adolescence, bah, ils viennent s'ancrer là-dedans, je pousse les règles, tu vois? Puis bon, à 4 ans, tu sais pas, tu comprends pas, tu as juste les bonbons qui sont là en gros paquet, tu en manges plein. Et tu te jettes dessus. C'est ça. Donc petit à petit, ben, ça m'a amené aussi à créer une espèce de fonctionnement en fonction aussi de ce que j'observais avec lui, de ce que j'observais chez moi, de ses goûts qui se développaient. J'ai écrit un premier bouquin là-dessus, sur les enfants, tu vois, comment être dans la parentalité et de pas créer ces espèces de rapports troublés à Ouais. l'alimentation et au corps, par les mots qu'on emploie, par l'usage de la télévision ou maintenant Des smartphones. des smartphones, des tablettes sur lesquelles on met facilement les enfants. À l'époque, il y avait pas encore d'interdit des pubs alimentaires, dans les programmes, Mmh. jeunesse. Hem, mais même, le non, tu vois? Comment dire non? Pourquoi on dit non? Est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'on l'explique pas? Non, tu auras pas de bonbons maintenant. Ouais. Finalement, des bonbons, ben, moi, ce que je propose aux parents, c'est, de faire des desserts bonbons, par exemple, ou des goûters bonbons. Tu vois, si tu manges un yaourt et que tu donnes à l'enfant, je sais pas, 5-6 bonbons, ben voilà, ça devient plus l'objet de tous les désirs, le bonbon. Et donc il va manger ses bonbons et puis, le lendemain, tu vas proposer autre chose, puis le surlendemain, encore autre chose. Ça change le rapport, ouais. Voilà et Mmh. puis, et ce que je vois beaucoup, c'est quand même, on est très structuré dans notre tête en interdit, autorisé et je pense que ça, c'est ce qui fait le plus de mal, c'est de se dire, hem, je vois des parents qui disent: «Ben, par exemple, la pâte à tartiner que j'ai citée tout à l'heure, la pâte à tartiner au chocolat, c'est juste pendant les vacances ou le week-end. Mmh. Donc là, ben, tu commences à installer le truc que la semaine, c'est C'est chiant, interdit. Ouais. tu manges des trucs pas marrants, tu fais des trucs pas marrants parce que tu travailles, mais le week-end, c'est la fête. Et donc là, tu peux tout lâcher, tu lâches les chevaux, et là, c'est autorisé, et donc c'est rigolo, on joue, mais ça vaut pour les adultes, hein. Mmh. Et dès le lundi, on va resserrer la vis. Tu vois, et là, tu es déjà dans le schéma restriction-lâchage, Ouais, ouais, ouais. restriction-lâchage, du fameux cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que, oui, ce que tu dis est juste, mais comprendre, enfin sous-tendre un petit peu tout ça avec, nos comportements bassement humains, terriblement humains, ça aide quand même à comprendre pourquoi par moment tu pars en vrille Mmh. ou pourquoi ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé. Est-ce que toi, personnellement, d'être confronté à tout ça, ça t'inquiète ou, plutôt ça te comment dire? Tu es un peu impressionné de la quantité de travail qu'il va falloir faire sur toute la population? Ou au contraire, c'est quelque chose de stimulant de se dire: «Il y a encore plein de choses à découvrir, à faire comprendre pour qu'on puisse tous, gérer ça de manière un petit peu plus sensée»? Alors, moi, c'était assez fascinant parce que j'ai vraiment creusé les sillons de cette double casquette. Ça n'existait pas. Mmh. Je pense que même aujourd'hui, hein, on doit être 10 Ouais. peut-être en France à avoir vraiment une double formation, double casquette. Mais il y avait même rien d'écrit. Aujourd'hui, il y a un DU de psychologie de l'alimentation. Donc, il y a des diètes, des médecins qui peuvent s'acculturer, tu vois, avec Mmh. un peu sous-tendre, avoir ce fameux socle. Mais donc c'était très fascinant parce que j'avais l'impression, tu sais, d'être comme dans le premier Wallace et Gromit là, Ouais, ouais, ouais. il crée il crée la voie ferrée en même temps que Le le train train passe, roule ouais. dessus. Et ben, j'avais un peu l'impression de faire la même chose, c'était très excitant. Je me souviens exactement du moment où je me suis acculturée, où je me suis dit: «Ah ouais, la cacophonie alimentaire», on commence à en parler, la notion du plaisir qui trouvait sa place que de manière très cadrée, tu as le droit à un carré de chocolat en fin de repas, 3 fois par semaine.
Et 20 ans plus tard, on n'a pas avancé d'un iota. C'est même pire. Parce que les réseaux sociaux, parce que, alors je dis ça, je m'en sers aussi, hein, voilà, mais c'est tu sais, l'espèce d'ambivalence de dire les réseaux sociaux font du mal sur les réseaux sociaux. Donc, tu dis aux gens, faites gaffe à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais tu leur dis sur les réseaux sociaux. J'avais le même problème il y a 15 ans avec la télé. J'allais à la télé dire Attention à la télé. Quand vous mangez devant la télé, ça génère ça et ça. Vous perdez conscience de vos ressentis. Vous êtes absorbé. Vous avez 2 sens qui sont stimulés et qui ne le sont pas parce que vous êtes en train de manger. Donc, vous avez plus tendance à manger plus. Donc, on sait tout ça, tu vois. On le sait théoriquement. Mais aujourd'hui, qui ne mange pas devant un écran quand on mange tout seul voilà. Donc, j'ai l'impression que ça a empiré donc, avec les réseaux sociaux pour ça, pour la cacophonie, mais aussi pour l'espèce de... C'est joli. C'est l'église. Ouais, c'est midi. C'est trop joli. Je pense pas qu'on l'entendra au micro, mais... C'était les cloches, c'était très beau. Nous, on a une belle mélodie de fond. Ouais. Une ambiance très jolie. Oui, donc les réseaux sociaux avec l'espèce de désinhibition totale des commentaires. Et toi, tu dois voir ça. Oui, ça, je suis confronté depuis plus de 10 ans. Ouais. C'est d'une violence absolue. Notre société est terriblement grossophobe, est terriblement normative, puisqu'on parlait de la norme. Donc, évidemment, que tu sois trop gros, que tu sois trop maigre, mais même une fille maigre constitutionnellement, régulièrement, elle se prend des volets de... elle est anorexique. Enfin, tu vois, on pose des diagnostics de maladies sur juste le fait de voir quelqu'un. Dans un sens ou dans l'autre, on est terriblement critique et très jugeant. Ce qui est d'une violence inouïe quand tu te bats contre quelque chose depuis longtemps et que tu te bats à bas bruit et que ça n'est pas visuellement performant, ben c'est très, très violent. Ouais. Donc, tout ça fait que je crois qu'il y en a encore pour longtemps. Et très honnêtement, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit « Ah mais non, je suis hyper stimulée par tout ça ». Aujourd'hui, je me dis que c'est de pire en pire avec l'IA qui arrive, avec des modèles dont on ne saura même plus si c'est des vrais gens, pas des vrais gens, des choses qu'on a... Je trouve que ça complique beaucoup la question de la représentation et de l'image du corps mis en image. Toute cette confrontation aux images permanentes aussi. J'ai l'impression que notre valeur image, elle est de plus en plus importante, là où il faudrait la réduire pour être plus en paix. J'ai l'impression qu'elle ne fait que grossir. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'espoir ? Bah déjà, oui. Toi. Non, nous, plutôt, peut-être que des discussions comme ça. Oui, c'est ce que je pense. Après, j'ai toujours l'impression qu'en fait, on convainc ceux qui le sont déjà. On agrège ceux qui pensent la même chose que nous au moment T. Moi, par exemple, j'ai un compte Insta qui s'appelle La Psy des kilos. Je n'ai jamais personne qui vient baver sur ce compte. Quoi que je dise, quoi que je montre, et j'y vais, quoi. Tu vois, enfin, je parle de la tolérance, je parle de l'empathie, je parle de la bienveillance par rapport à soi, par rapport aux autres. Donc, je pourrais faire une cible assez facile de l'autre avec... D'ailleurs, un jour, j'avais demandé à ChatGPT de faire une description sur mon compte Instagram à travers, s'il devait se moquer de ma manière d'être sur Instagram, comment le ferait-il ? Et je l'avais posté d'ailleurs, mais et il y avait ce côté un peu avec Laurent Sora, avec La Psy des kilos, tout est toujours très sympa, tout est toujours, il faut s'écouter, il faut surtout pas se faire de mal, il faut machin. Donc je sais que je peux avoir ce côté, mais j'ai jamais personne qui vient baver sur mon compte. De toute façon, c'est simple, s'il y en avait une, je la bloque et terminé. Fin de l'histoire. Ouais, fin de l'histoire. J'ai pas du tout envie d'essayer de rentrer dans une rhétorique avec des gens. Bien sûr. Bon, voilà. Donc, évidemment, comme toujours, avec cette étroitisation des algorithmes, en fait, on est une communauté de gens bienveillants, qui témoignent de choses qui sont douloureuses, à qui ça fait du bien de lire ça. Maintenant, je suis pas sûre que... Enfin, tu vois, je suis devenue très, très humble avec le changement de monde, la mission, etc. Je me dis, écoute, moi, je fais ma part. J'apporte ce que je peux. Ce qui est déjà très bien. Ceux qui y trouvent quelque chose, tant mieux, je les ai aidés.
les autres, ils suivent leur chemin. Un jour, ils croiseront peut-être le mien d'une manière ou d'une autre. C'est assez marrant parce que, tu sais, ma consommation perso de podcast, elle me permet quand même de m'ouvrir à beaucoup d'autres choses. C'est peut-être mon caractère curieux, mais j'en arrive des fois à me dire attends, mais c'est bizarre que j'ai pensé comme ça pendant 10 ans, alors que maintenant je suis confronté à cette discussion, cette conversation, ces études scientifiques, ces histoires. Et puis, en fait, tu vois, ça me fait des fois un petit peu, pas changer complètement d'avis, mais dévier un petit peu, et essayer de me poser certaines questions que je ne me serais jamais posées avant. Donc, je suis quand même persuadé qu'une conversation comme celle-là, un podcast, une discussion, ton compte Instagram, pourrait peut-être pas convaincre ceux qui n'ont pas envie de l'être, mais Oui, faire ouvrir, évoluer, faire bouger évoluer. les lignes. Mais tu sais, c'est vraiment mon expression, ça, faire bouger les lignes. C'est, tu as globalement un chemin, et puis après, voilà, tu vas un peu à droite, tu vas un peu à gauche, explorer des choses. Puis tu as quand même dit quelque chose qui, à mon avis, est la qualité première pour ça, c'est la curiosité. C'est-à-dire que la curiosité, elle t'amène à avoir pas d'œillère, en fait, à ouvrir grand le spectre, là où le manque de curiosité te le fait réduire, parce que tu vas jamais voir à côté ce qui se passe, puisque ça t'intéresse pas. Ouais, Donc tu restes sur ta ligne, mais alors là, voilà, ça elle bouge bouge pas. pas. Ouais. Celle-là, elle est C'est pas terrible. complètement rigide. Donc je pense qu'en effet, des gens qui sont curieux et ce support podcast qui est de plus en plus privilégié, populaire. C'est vrai que tu n'as pas toujours le temps de te coller sur une vidéo, et un livre, c'est peut-être plus compliqué pour certains d'avoir accès aux livres. Je pense qu'en effet, ça peut ouvrir et un petit truc, une toute petite graine qui vient dans ton cerveau à un moment donné, peut-être il y a 10 ans, cette discussion, tu l'aurais même pas Ouais, envisagée, ouais. ou bien au contraire, elle aurait posé une petite graine qui aurait éclos au fil du temps, et puis qui aurait fait qu'aujourd'hui, il y aurait eu un petit arbre, ou j'en sais rien, enfin, tu vois, ou il y en a peut-être eu une d'ailleurs il y a 10 ans. Donc voilà, je pense que ce qui est très, là pour le coup, mon côté optimiste qui revient, c'est que l'humain, il est évolutif. Donc ce qui est vrai aujourd'hui, ça reste une photographie. Tu vois, il y a 10 ans, 15 ans, qui aurait cru que on aurait des comptes Insta, Complètement. on aurait cette possibilité de tous parler, tous être entendus, tous réagir. C'est hallucinant. Ouais. Donc, c'est à la fois merveilleux, et comme toute pièce, il y a deux faces, et il y a les côtés négatifs aussi. En tout cas, je suis très curieux d'avoir les retours des personnes qui te découvriront sur ce podcast. Tu vois, via les commentaires YouTube et même sur Spotify, et qui iront découvrir ton compte Instagram aussi. Donc, c'est Lapsy des kilos, Mapsy des kilos. Lapsy des kilos. Des kilos. En fait, avec des underscores entre chaque mot. Ouais. Sinon, je m'appelle Laurence Aura, avec un H. C'était marqué dans le titre, t'inquiète pas. Ouais, j'avais oublié. Ils l'auront déjà. Je suis tellement dans l'instant présent. Ils l'auront déjà depuis le début. Et tu as un site internet aussi sur lequel on peut te retrouver? Oui, j'ai un site internet, et d'ailleurs, allez-y, parce que ça m'aidera. J'ai eu un petit problème là. On avait parlé de ces déconvenus avant de commencer à filmer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est laurenceaura.com. .com. De toute façon, il y a les liens directement cliquables dans la description, comme ça, il n'y a pas d'erreur à faire. Et donc, tout le monde aura bien compris qu'on ne veut que des commentaires bienveillants et positifs. On veut que des commentaires bienveillants et positifs. On vous regarde. C'est notre cam à nous. Absolument. Mais tu vois, sur les podcasts, c'est toujours intéressant les discussions qu'il y a dans les commentaires. Oui, j'imagine. Donc, moi, je regarde un petit peu pour voir un petit peu ce qui se dit, et puis surtout pour avoir un petit peu l'avis des personnes qui ne connaissaient pas les interlocuteurs que j'ai. Oui, puis en dehors des interlocuteurs, c'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi, tu vois, puisque c'est vraisemblablement une communauté qui ne me connaît pas, d'avoir leurs réactions, de voir comment ça les interroge, et moi, je les lirai. Tous les commentaires. Eh ben, parfait. J'ose espérer qu'ils feront preuve de curiosité comme... Certainement, s'ils sont là. J'espère. C'était un plaisir, Laurence. Merci beaucoup, Nassim. Tu sais que ça a duré 1h45. Hein. C'est ouf. Ça a passé vite. Hein. Ouais, très vite. C'est passé vite. On aurait pu aborder plein d'autres sujets, mais peut-être que ça fera l'objet d'un deuxième épisode. Une prochaine fois. Et c'était vraiment un plaisir. Donc, merci encore, Laurence. Merci à toi. Et puis à bientôt. Les amis, merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Laurence. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, etc. Je vous mets un autre épisode qui est juste ici. Je suis sûr qu'il vous plaira beaucoup. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour écouter la conversation.